Égalité parfaite dans ce deuxième tir de précision. On vous rappelle qu'il y avait des combinés entre-temps remportés tous les deux. Ça s'est fait par Saint-Vulbas. Sébastien Moore qui a donc battu Nicolas Abelfo 26-17 et Jérôme Benoît qui a battu Guillaume Abelfo 22-18. Si on combine tous les points défensifs, on est donc à 15-10 pour Lyon à l'entame de ce troisième tour. Troisième tour qui est semblable au premier, ou quasiment, en tout cas dans les épreuves, puisqu'on va à nouveau voir un tir progressif et un tir en relais. Ça va changer par contre, Jacques, au niveau de la composition. Oui, tout à fait Claire. Donc tactiquement, on va voir Guillaume Abelfo, le recordman du monde avec 51 sur 51, donc qui prend l'option pour l'Acro-Lyon du tir progressif face à Pierre Constantin. En tout état de cause, Guillaume Abelfo est au-dessus de tout le monde et malheureusement pour Pierre Constantin au-dessus de lui également. On peut que regarder la performance de Guillaume Abelfo et savourer. Et savourer, après je ne pense pas que Pierre Constantin puisse venir inquiéter Guillaume Abelfo. Pour l'instant il fait jeu égal, 5 partout après 30 secondes. Il fait jeu égal, tout à fait, il fait jeu égal, mais la force de Guillaume Abelfo c'est que ça dure 5 minutes. C'est Sur la planète, il y a lui et les autres, Alex Chirac qui est son partenaire de club, donc pas son adversaire d'aujourd'hui, c'est clair, qui peut venir rivaliser ou inquiéter. Pour les autres, il y a la distance. C'est un peu à l'image de ce qu'on a vu avec Barbara Barthé hier. Et donc là, il va falloir que Pierre Constantin fasse son score et surtout qu'il n'accélère pas pour essayer de tenter de contrecarrer la vitesse et l'exécution de Guillaume Abelfo. Guillaume Abelfo qui a pris l'avantage, ça y est, pour 1 point, 2 points. Maintenant, ça vient de se creuser. Il a quand même fait jeu égal pendant 1 minute. Oui, et après, c'est logique pendant la première minute. Voilà, c'est ça de continuer à s'accrocher. Après, la machine Abelfo est en marche. Voilà, la machine Abelfo est en marche. On a 4 points d'écart en 30 surtout secondes. Que là, sur le principe du tir progressif, c'est que les boules montent jusqu'à 17,50 m. Donc avant de redescendre, donc à chaque fois qu'une boule est touchée, donc elle monte de cran en cran, d'alvéole en alvéole. Et donc là après, la difficulté, c'est que si on monte d'un côté et pas de l'autre, on va se retrouver à tirer des boules à 14 mètres d'un côté, 17 de l'autre. C'est plus compliqué. Et donc là voilà, on est à 3 minutes, on est déjà à plus 6, plus 5, plus 6. Tout à l'heure, on rappelle que Guillaume Abelfo avait remporté son relais avec Patrick Alcaraz. Tout à fait. 51 contre 49, mais surtout lui, à titre individuel, il avait réalisé 28 tirs sur 31. Alors là, il a carrément pris l'avantage. Il y a 6 points d'écart. Maintenant, on va arriver à milieu du temps réglementaire. Pierre Constantin, malheureusement pour lui, n'y est plus. Il peut pas soutenir la cadence de Guillaume. Vous voyez, Guillaume, c'est vraiment le métronome. C'est vraiment le métronome. Il est au-dessus de tout le monde. Vous voyez, il ne force pas. Il a aucune émotion dans son regard. Voilà, c'est la machine Abelfo. C'est huilé. C'est un V8. C'est un V8. On ne peut que savourer. Et Pierre Constantin ne peut absolument pas lutter. C'est trop compliqué pour lui. Donc alors, c'est un choix tactique. S'il va nous rendre peut-être le relais très intéressant. On a mis Pierry face au phénomène Guillaume Abelfo pour peut-être renforcer un relais et avoir peut-être un relais explosif derrière. Qu'on rappelle au premier tour que donc Lyon a remporté le progressif et le relais. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, Jacques, en fait, c'est que cette fois on a un peu sacrifié ce progressif pour tenter de remporter ce relais du côté de Saint-Vulbas. Exactement Claire. Voilà, pour essayer de ne pas se retrouver sur un 6-1 comme on l'a vécu au premier tour. Nous rappelons que l'Acro-Lyon mène 15-10 et avant les épreuves de traditionnel, il faut que l'Acro-Lyon creuse un maximum l'écart, puisque nous rappelons que sur les épreuves de traditionnel, Saint-Vulbas joue sur ses terres et c'est quand même un avantage. Et c'est ce qui avait donné la victoire aux féminines, finalement, ce traditionnel. Complètement. En plus, sur cette année, sur la saison régulière de traditionnel de première division, Saint-Vulbas a un meilleur rendement au classement et sur les titres que l'Acro-Lyon. Donc ça peut jouer aussi en traditionnel dans la mentale des joueurs, malgré que ce soit une finale d'un club sportif. Mais malgré tout, on a vu au dernier Super 16 première division de Mâcon, Saint-Vulbas l'emporter en finale face à l'Acro-Lyon. C'est un signe sur le traditionnel. Donc voilà. Donc là, vous voyez, on peut savourer l'élégance et la classe de Guillaume. Donc on est 41-28, il reste 50 secondes.
Voilà, et Guillaume sans forcer va remporter les 3 points de ce match sans laisser aucune chance à son adversaire pour un éventuel bonus. Guillaume qui a une tenue qu'on n'avait pas encore vue jusque-là. La tenue de l'OL, tout à fait. La tenue de l'Olympique Lyonnais. Qui nous jouons sous les couleurs du Paris Saint-Germain pour la boule sportive de Paris 20e, tout à fait, c'est un concurrent et ami, hein, j'entends. avant tout. Voilà, donc un déroulé de Guillaume donc, qui va supplanter Pierre et Constantin, mais bon, vu la classe de Guillaume sur cette épreuve, voilà, Pierre et Constantin a fini à 32. Vous voyez, il y a 16 boules d'écart. Donc c'est un choix tactique pour Saint-Vulbas. Et l'intérêt, c'est que Saint-Vulbas est au risque d'aligner un relais explosif pour justement contrecarrer les plans de l'accro, puisqu'au premier tour on était sur du 6-1 pour l'accro. Là donc du 3-0, c'est logique. Hein. C'est logique, mais on ne voit pas qui peut inquiéter en progressif Guillaume Abelfaux. Alors on va juste donner sa performance personnelle à Guillaume Abelfaux, 48 sur 50 tirés, voilà. Rendez-vous compte, seulement 2 erreurs. Pour le relais, on va faire une comparaison. Alors certes, ce ne sont pas les mêmes que tout à l'heure, c'est pas la même composition des équipes, mais c'est intéressant aussi de redonner ce qui s'était passé, 51 à 49 pour la victoire, 59 boules tirées du côté de Lyon, 58 du côté de Saint-Vulbas. C'est une moyenne qu'on va aussi surveiller au fur et à mesure. Ça veut dire que là, en fait, il va essayer Saint-Vulbas, il va falloir essayer d'augmenter un peu le rythme pour au moins en tirer autant. Quoi. On aligne quelqu'un de très intéressant, c'est le meilleur tireur français en traditionnel et qui est aussi très explosif au tir. Et là, ce qui est assez génial, c'est que c'est Grégory Chirac contre son frère. Donc Alexandre Chirac, Patrick Alcaraz, donc qui sont sur des bases de 48 sur 50, 55, 48, 50 sur 55 régulièrement à l'année. Et donc ils vont être opposés à Fred Marsens et Grégory Chirac qui sont également sur ces mêmes bases sur les performances de l'année. Donc là, ça réserve vraiment un relais explosif et donc c'est un choix tactique qui peut peut-être s'avérer payant pour Saint-Vulbas à voir. Je crois que ça va être explosif pendant 5 minutes. Et on voit Sébastien Belay là qui s'est positionné parce que c'est un travail d'équipe, donc on repositionne les boules à chaque fois pour permettre la cohésion justement de ce relais. C'est parti. Et là vous voyez l'explosivité. Et Lyon qui mène 1-0. Complètement, l'explosivité de Fred Marsens contre Alex Chirac. Donc au démarrage, on est déjà à fond, on est déjà sur du 16 km/h. Nous rappelons qu'ils vont tirer pratiquement 60 boules les uns et les autres. Donc c'est à ceux qui auront le meilleur coefficient de réussite. Se tient. Greg Chirac vient de manquer et laisse l'Acro-Lyon à +2. On est en début, on s'observe, on est toujours à +2 pour l'Acro-Lyon. Donc Patrick Alcaraz rend bien l'appareil qui lui a apporté Alex Chirac. Ça va beaucoup plus vite que sur le progressif en tout cas, et ça on le voit tout de suite, mais il y a déjà +2 pour Lyon, ça veut dire que Saint-Vulbas ne doit pas se laisser faire. Ça y est, Saint-Vulbas a recollé pour un but d'écart maintenant. On est à +1 pour l'Acro-Lyon, on jette une boule toutes les 5 secondes. Ça va très vite. Énorme. Et donc là les protagonistes en lice sont des performeurs dans la discipline. Et donc ça va se jouer à vraiment pas grand chose. On voit continuer Greg Chirac avec Patrick Alcaraz. Donc on est toujours à +1. Saint-Vulbas a quand même repris quelques mètres en tout cas au niveau de la course. Tout ça à veut fait dire sur la vitesse d'exécution la vitesse d'exécution de Greg. Vous voyez que Greg court un peu plus vite que Patrick Alcaraz. Pour autant Fred Marsens et Alex Chirac sont 2 bombes atomiques. Ils vont très vite tous les deux. Je crois que s'ils courent un 100 mètres tous les deux, on aura du mal à les départager. Ils vont très vite tous les deux. Je pense que 17 partout, Jacques. Greg Chirac a un petit plus sur Patrick Alcaraz sur la vitesse d'exécution. Mais vraiment c'est une affaire de dixième de seconde sur les 2 allers-retours. Vous voyez Greg a pris un plus. La boule est déjà tapée pour Greg, que Patrick Alcaraz a un petit poil de retard. Donc ça, à boule réussie, ça permet à Saint-Vulbas. Voilà, ce que fait Greg est énorme. Greg est énorme. Il vient de permettre l'égalisation et légèrement passer devant alors qu'ils étaient en retard de -2. Ça permet à Saint-Vulbas si Fred garde la cadence. Pour un but maintenant 2. Tout à fait, Saint-Vulbas, Alex vient de manquer. Et oui. Alex Chirac vient de manquer. Donc
Bah Fred garde le rythme pour Saint-Bulba, encouragé donc par tous ses partenaires et le public. Et voilà, Fred garde le rythme, on accélère. Là on va rentrer dans le money time, dans les 2 dernières minutes, 2 dernières. Attention, donc Greg, on voit Greg accélère par rapport à Patrick. Il laisse un petit plus, pour l'équipe de Saint-Vulbas. Attention. Plus personne ne manque. Ah, Greg vient de manquer. De Lyon. Greg vient de manquer, égalisation de l'Acro-Lyon. Voilà, égalisation de l'Acro-Lyon. Donc, ça se joue à rien. L'excès de vitesse de Greg a pêché puisqu'il a manqué. Fred Marsens et Alex se tiennent tous les deux. Il reste 2-11. On est à 30 partout. C'est énorme. Ah. Voilà, Fred et Alex. Ça 31 partout. Plus personne comment. Aïe. Avantage pour Lyon. Fred maintenant. vient de manquer. Petit avantage pour l'Acro-Lyon. Petit avantage pour l'Acro-Lyon, mais Alex vient de manquer également, donc égalité parfaite. C'est pas bon pour et là on revoit Alex, on voit Greg Chirac qui accélère, qui va plus vite. Pat Alcaraz vient de manquer, donc là Greg avec son accélération et la réussite permet à Saint-Vulbas de passer à +1, c'est énorme, encouragé par Seb Bellet, on le voit. Voilà les deux, donc le 4 sur 4 de Greg est très important, on est 36-35, il reste une 34. Et en clair, la prochaine erreur va être aussi importante parce que soit Saint-Vulbas mène de 2 points et là c'est quasiment fait, soit c'est Lyon qui recolle et tout sera à faire à nouveau. On est dans le money time, une 25, plus personne ne manque. Voilà, et là c'est peut-être l'accélération de Greg par rapport à Pat qui va faire la différence pour Saint-Vulbas, encore que, faut que plus personne ne lâche rien. On est à 40-40 et là on voit les deux courir. Voilà, on voit les deux courir et l'accélération entre les deux lignes de Greg est juste impressionnante. Ah, c'est parfait. Voilà, là. Tout le monde se jette. On est 43-42, c'est juste énorme. On est en train d'assister à vraiment un duel de tous les instants. Voilà, on arrive dans la dernière minute. Les deux ont réussi. Fred et Alex au coude à coude. 1+1 pour Saint-Vulbas. Fred et Alex toujours au coude à coude. Ouais, toujours un léger on lâche rien. Avantage. Alex a accéléré par rapport à Fred. Il est un peu devant. Voilà, Alex donne un plus. Vous voyez qu'il a déjà repris sa boule alors que Fred n'a pas encore fait. Voilà, on a un petit plus. Maintenant, ça va se jouer vraiment à pas grand-chose. Les deux ont réussi. C'est magnifique. Hein. Greg et Pat sont à la lutte. Il reste 27 secondes. On est à +1 pour Saint-Vulbas. C'est juste énorme. Greg et Pat ne lâchent plus rien du tout dans le money time, c'est juste. Et on voit bien les coéquipiers qui savourent à côté, qui encouragent toujours. On est sur du 4 sur 4 de tous les côtés là. On est à +1 pour Saint-Vulbas, les deux ont rien manqué. On est Fred et Alex pour un des derniers passages. On est à +1 pour Saint-Vulbas, les deux ont réussi. Mais Lyon qui va plus vite. Il en reste une à jeter. Si les deux réussissent avant le gong, c'est fait. Et non, c'est raté pour Lyon. C'est énorme, c'est raté pour Lyon, ça veut dire qu'elle était décisive cette boule en effet, ça veut dire que Saint-Vulbas s'impose de 2, que Lyon récupère le point défensif. Et voilà, fallait s'accrocher là. Regardez quand même à quel point on finit essoufflé de cette épreuve. C'est juste une énorme, épreuve sportive. Ils peuvent se congratuler Saint-Vulbas, leur choix tactique a été payant sur le 6-1 du premier tour. On revient à faire 4-3, c'est superbe ce que vient de faire Saint-Vulbas, choix tactique payant. À 2 boules, ça s'est joué, on a vécu quelque chose. 5 minutes énormes et surtout ces 2 dernières minutes qui sont très très intenses. Et là c'est vraiment du sport de très haut niveau. Il fallait oser quand même essayer de renverser la vapeur dans ce relais, c'est très bien fait. Messieurs, un grand merci pour ce spectacle. Et oui, un grand merci, vous avez raison. Vous avez été énormes. Vous avez été énorme, c'était juste, on a vécu 5 minutes de folie et 2 dernières minutes juste hallucinantes. Et bien on va reprendre un peu nos esprits parce que maintenant on va passer sur ce 4e tour, fallait s'accrocher et peut-être on va vous donner les performances individuelles de chacun du côté de Saint-Vulbas justement qui l'a emporté 55-53. Et bien c'est Frédéric Marsens qui en a mis le plus, il en a mis 29-26 pour Grégory Chira, mais l'important c'était cette régularité. Grégory Chira qui n'en a loupé que 2 contre 2 aussi pour Frédéric Marsens finalement. Ça c'était vraiment ce qu'il fallait faire, il fallait en louper 2 au maximum et c'est réussi du côté de cette équipe de Saint-Vulbas. Juste un petit mot du côté de Lyon, on est à 26 pour Alexandre Chira et 27 pour Patrick Alcaraz. Et là on en a loupé 5 du côté d'Alexandre Chira et un seul du côté de Patrick Alcaraz. Complètement. Et on a tiré plus du côté d'Alexandre Chira, 31. Ce qui est très intéressant, c'est que les deux équipes ont tiré exactement 59 boules. Oui. On est vraiment sur du égalité. 59 ou du 60. Rappelons que le record du monde est détenu par des Italiens et il est de 61 sur 61 en 5 minutes.
On n'est pas loin. On n'est pas loin du tout. On n'est pas loin. On n'est pas loin. C'était juste 5 minutes de folie avec 2 minutes de money time qui nous ont fait vibrer. Merci à vous, messieurs. C'est quel plaisir. Alors le tirage au sort justement de ces parties traditionnelles a eu lieu, on passe sur le 4e tour et là pour tout vous expliquer ça va être fouillis mais très bien organisé parce que vous allez pouvoir suivre ça grâce à la réalisation. On va faire un tour sur tous les terrains, il y a une partie de simple qui s'annonce, 2 parties de double et une partie de triple. Attention, on fait un petit rappel quand même sur le score. Lyon est en avance 19-13 pour le moment face à Saint-Vulbas, mais là il y a beaucoup de points à récupérer, Jacques. Finalement rien n'est fait. Donc avant de faire un point précis et d'expliquer donc ce 4e tour de jeu traditionnel, comme vous l'aviez précisé, entre un simple, 2 doubles et un triple, on était au début du 3e tour à +5, à 15-10 pour l'Acro-Lyon. L'Acro-Lyon qui a joué, Saint-Vulbas qui a joué un coup tactique et qui a permis de contrecarrer le 6-1 qu'ils ont pris au premier tour. Et donc en fait Saint-Vulbas est à -6, 19 pour l'Acro-Lyon et 13 pour Saint-Vulbas avant ce 4e tour décisif et donc à la fin duquel on saura qui est champion de France des clubs 2017. Donc nous rappelons qu'il y a 4 épreuves, 3 points par épreuve, donc 12 points à prendre. Là le calcul est assez simple. 4 points de bonus défensif si on est sur des scores qui sont de moins de 4 points entre le gagnant et le perdant. Là donc on va voir évoluer sous notre image Saint-Vulbas en double. Où on a Laurent Béraud associé à Sébastien Belay qui va jouer donc contre Guillaume Abelfaux. Donc Guillaume Abelfaux qui fait toutes les épreuves, qui se doit d'avoir une condition physique on va rappeler quand même le relais, le combiné, le progressif et maintenant le double. Voilà, donc c'est l'homme à tout faire de l'Acro-Lyon. Donc l'Acro-Lyon 19-13 qui a un net avantage avant les traditionnels. Pour autant, on joue sur les terres de Saint-Vulbas en traditionnel. Donc voilà, tout peut se réaliser, mais ça va être encore une histoire une boule ou deux, vu comme c'est parti. Vous insistez sur le fait que c'est à Saint-Vulbas, évidemment il y a le public, même si on n'est pas très loin de Lyon. Surtout les jeux. Mais c'est surtout les jeux et le terrain. L'étude du terrain. Le terrain, au point, la lecture des jeux est très importante au point. Et donc Saint-Vulbas joue quand même dans un lieu où ils font des séances d'entraînement à n'en plus pouvoir. Et voilà, ils connaissent bien le terrain. Et donc ça peut jouer en leur faveur. Mais bon, pour autant, c'est une finale. Et pour l'instant, l'Acro-Lyon mène de 6 points. Donc on voit Laurent Béraud, donc toujours pointeur précieux, toujours très très appliqué. Donc une nouvelle fois vient dans le but. Alors pour expliquer les règles du double, le double on joue 3 boules par partenaire, donc 6 boules contre 6. On joue entre 12,50 m et 17,50 m. Et sur le principe, donc voilà, c'est le plus près du but qui fait jouer l'autre. Et donc on additionne score. On joue en 1h30 ou 13 points. Ou 13 points. Et vu la qualité des joueurs en présence, il est relativement rare que les équipes arrivent à 13 points en 1h30. Et c'est là que ça devient décisif. Il y a aussi des petits points de règlement. Voilà, Guillaume Abelfaux. On vous parlera à la fin, et notamment ce temps réglementaire qui est très important. 7h30, elle compte beaucoup parce que on l'a vu notamment chez les féminines, mais c'est pas la première fois qu'on voit ça. Mais on peut choisir d'annuler cette dernière mène qu'on est en train de disputer juste avant la fin du temps réglementaire, et ainsi eh bien on relance une mène et on relance peut-être tout. Là, on va dépasser l'heure 30 de jeu, mais ce choix tactique peut être très important aussi, surtout qu'on vous annonce d'ores et déjà, ça c'est une certitude, avec la qualité des joueurs, vous l'avez dit Jacques, des scores serrés. Complètement. Donc on a vu Guillaume Abelfaux faire 2 réalisations sur 3, dont un carreau allongé qui est resté dans le fond du jeu. Donc l'Acro-Lyon tient avec ce point que l'on voit dans l'angle gauche. Voilà, tout à fait. Pour autant, l'équipe de Saint-Vulbas a une boule d'avance, puisque Guillaume Abelfaux a manqué sa 2e boule au tir sur la boule de Laurent Béraud. Donc ça va permettre à Laurent Béraud une nouvelle fois de tenter de revenir le plus près possible du but pour faire jouer Hugo Bianchi.
Et donc là, bien évidemment, vu la qualité de joueurs et leur niveau, tout le monde s'est tiré, tout le monde s'est pointé, tout le monde peut prendre la place de l'autre, hein. Là, on a des assiduités, et voilà, plus fortes pour le point que pour le tir pour certains, mais tout le monde sait tout faire. Allez, on essaie de reprendre le point là du côté de Laurent Béraud. Donc voilà, surtout tenter de jouer devant, c'est très très important. Le jeu traditionnel, les boules, je rappelle que les boules sont pleines, et le fait de jouer devant évite justement de mettre sa boule pointée en danger, parce qu'il y a beaucoup d'éclats. Vous pourrez le voir au fur et à mesure de l'évolution des parties. Et donc le but, c'est toujours de jouer devant pour gêner et permettre un avantage, ce qui a fait très très bien fait 3 fois de suite Laurent Béraud. Et comme Guillaume Abelfo a manqué malheureusement pour lui sa deuxième boule au tir, donc là on ne va pas continuer à tirer puisqu'il y a un net avantage pour l'instant sur cette mène pour les Villibadois, et Hugo Bianchi donc va s'employer à tenter de les reprendre le point qui est déjà très beau de la part de Laurent Béraud. Donc tâche difficile pour Hugo Bianchi qui est un très grand pointeur de métier, qui est devenu un très grand pointeur de métier avant d'avoir été un très 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 grand tireur, puisqu'il était premier tireur du feu Adriano Agem en Italie à Gênes, et il a été juste énorme comme premier tireur en son temps. Bon, maintenant avec son âge comme le mien, on se requalifie dans d'autres postes, et lui le fait merveilleusement bien. Il nous a fait parler sa grande classe lors de la première étape du meeting GDP Vendôme l'an dernier, donc qui est la Champions League du sport boule, où il a été élu meilleur joueur de la compétition. Donc, tout de même. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas repris du côté d'Hugo Bianchi qui va. Alors là, ils pouvaient prendre, comme ils étaient en retard de boule, ils pouvaient prendre la décision d'aller tirer au but pour annuler la mène et recommencer à 0-0. Pour autant, donc vous voyez, il est 2 boules contre 3. Il va tenter de venir le plus proche possible de la boule de Laurent Béraud et voire de la mettre en danger pour donner un tir plus délicat à Sébastien Bellet. Donc on a pris la décision de fermer la porte et de serrer le jeu chez les Croix-Roussiens. Et donc Hugo Bianchi a pris pour décision de jouer plus vers la boule. Sa boule malheureusement c'est un peu derrière, est un trop poil derrière, courte. là. Voilà, elle manque un peu de force. Elle était vraiment bien jouée dans l'esprit de venir vers la boule de Laurent Béraud. Ouais. Pour autant, elle manque juste un poil de force. Mais après, derrière ça, s'il veut serrer le jeu, il ne peut pas passer derrière le but. Il faut absolument qu'il mette quelque part des boules obstacles pour gêner justement les boules à jouer derrière de Sébastien Bellet. Et donc il va faire venir la dernière boule de la mène pour les Croix-Roussiens. Il restera après cela 3 boules dans les mains de Sébastien Bellet. C'est pas la même ambiance qu'au tir sportif. Là, on est beaucoup Non, plus concentré. c'est beaucoup plus concentré, bien sûr. Il y a beaucoup de choix tactiques. Voilà, c'est vraiment... Celle-là, elle est magnifiquement bien jouée. Elle est magnifiquement bien jouée, voilà. Donc, alors choix pour Sébastien Bellet. Il peut, comme la boule est à moins de 50 cm du but, il peut prendre l'annonce du but. Et auquel cas, s'il touche le but, ça lui fera 2 points puisqu'il lui restera derrière son coup de tir 2 boules au râtelier. Ou prendre uniquement le choix de tirer que la boule sans annoncer le but. Et à ce moment-là, il aura 2 boules au point s'il réussit pour rajouter des points. Là, en tout état de cause, il ne prend que la boule. Que la boule ? Oui, il ne prend que la boule puisque on a vu Guillaume Abelfo faire un arc de cercle devant la boule et de faire un arc de cercle avec un trait devant le but. Ça tente à dire que le but, on le marque parce qu'il peut revenir à sa place s'il est déplacé, mais il n'est pas annoncé. En fait, on raye l'arc de cercle du but. On fait un arc de cercle, mais on le raye pour déterminer que l'on ne prend que la boule. On annonce que la boule. Voilà, c'est super tiré. C'est super tiré. Et là, auquel cas, si le but avait été déplacé, il serait revenu à sa place. Après, c'est un choix intelligent dans le sens où il y a une boule qui est restée à 19 mètres, un carreau allongé de la première boule tirée par Guillaume Abelfo. Et si, par malheur, le but annoncé allait dans le fond du jeu, ça obligeait les Villibadois, avec les 2 boules restantes, à s'employer pour marquer un point.
Là, ils ont un point par terre, donc c'est un bon choix. Je pense qu'il aurait peut-être pris le but s'il n'y avait pas eu le carreau allongé de Guillaume Abelfaux. Donc là, voilà, il reste 2 boules à Sébastien Bollec qui peut scorer. Ils ont un point par terre et il va s'employer à tenter de rajouter avec les 2 boules qu'il a, de scorer un 2e, voire un 3e point. Très beau tireur, en tout cas, on l'avait déjà vu tout à l'heure au tir de précision. Ah, excellent, oui. Sébastien Bollec, il nous régale à chaque fois. Complètement. Il va pas tirer là, mais... Non, là, il pointe pour rajouter des points. Il pointe pour rajouter des points. Sa boule vient pas mal du tout. C'est bien joué. Hein. Elle est parfaite. Joué, hein. C'est bien joué. Donc je pense qu'il y a le 2e point. Il a touché légèrement le but. Donc j'ose espérer pour lui qu'il n'ait pas démarqué la boule de Laurent Béraud en touchant un peu le but. Donc nous vous rappelons que si le but ou une boule est déplacée de 50 cm quand le joueur pointe sa boule, la boule jouée est fautive. Et après, l'adversaire a le choix de respecter ce qu'on appelle la règle de l'avantage, de prendre la règle de l'avantage, soit de remettre les objets à leur place, soit d'accepter le jeu tel qu'il est. Donc c'est très important. Donc là, en tout état de cause, Sébastien a rajouté un 2e point. Donc nous vous parlions des Villibadois sur leur terre. On les a vus jouer au point 4 boules pour l'instant. Les 4 boules sont venues dans un rayon de 40 cm. Oui. C'est quand même très très fort. C'est quand même très très fort. La dernière jouée, elle est un peu basse. Elle passe en dessous, elle ne comptera pas. Elle ne comptera pas. Elle est excentrée. Donc 2 points pour les Villibadois sur cette première mène. On vous rappelle qu'on est sur un des 2 doubles, qu'il y en a un 2e qui se dispute en simultané. On ira faire des points, des bilans. Vous voyez tout sur ce magnifique plan. Vous voyez les trophées aussi, tout là-haut, de Saint-Vulbas, parce que Saint-Vulbas est aussi champion de France des clubs en titre, même si la CRO Lyon on a amassé pas mal. Et pour rappel, depuis 2006, la CRO Lyon a tout emporté, sauf en 2011 et donc en 2016 où c'est Saint-Vulbas qui s'est imposé. En club sportif, la vitrine des coupes de la CRO Lyon peut-être 4 fois supérieure. Oui, non, c'est vrai que mais c'est un club plus ancien et comme je le rappelais hier, je salue une nouvelle fois puisqu'il porte son nom, ce temple du sport boule, Jeannot Védrine, qui a été le père fondateur des épreuves modernes, un entraîneur des équipes de France hors pair, un tacticien. J'ai eu la chance de l'avoir comme entraîneur dans l'équipe de France. Voilà, je pense que l'ensemble du monde bouliste, que ce soit au niveau des fédérations, au niveau des joueurs qui l'ont côtoyé, ne peuvent que l'en remercier. Il a été juste énorme. Et là, un point particulier le concernant, c'est lui qui a lancé la CRO Lyon dans les clubs sportifs et qui après a lancé Saint-Vulbas. Donc c'est juste, il a lancé la CRO Lyon 8-10 ans avant Saint-Vulbas. Il a lancé Saint-Vulbas derrière et là je crois que de là-haut, je pense qu'il nous regarde et donc il doit apprécier que les 2 grands clubs qu'il a lancés soient là en finale l'un contre l'autre. Voilà, donc quand je parle de la qualité technique du point, donc des Villibadois sur leur terre, voilà, on est le fameux biberon que vous vouliez voir, il est là. Il est là, ça y est. Il est là, il ne vaut pas de points. Le dire, je vous laisse le faire. Voilà, il ne vaut pas de points, mais il va obliger, il oblige Guillaume Abelfaux donc à s'employer pour tenter. Voilà, de faire rejouer Laurent Béraud. Donc on a pris option de jouer un peu plus loin. On est à 16,50 m. Donc je vous rappelle que le but doit être lancé dans le carré réglementaire entre 12,50 m et 17,50 m. Donc là on a pris pour option de jouer un peu plus loin, toujours dans le centre du terrain. Là le fait que le but ait bougé n'annule pas la boule. Non. Le but, il faut qu'il soit annoncé pour qu'il sorte, pour qu'il soit valide. À chaque fois il revient à sa place. C'était une précision qu'il fallait, complètement. Apporter. Alors vous voyez toujours un peu ces temps morts parce qu'on se laisse jouer d'un terrain à l'autre. Tout à fait. Voilà, le point comme le tir nécessite beaucoup de concentration et on préfère laisser jouer un voisin pour justement penser vraiment à ne pas être perturbé. Et Laurent Béraud qui recommence, mais elle va être un petit peu plus courte que la précédente, mais elle est quand même gênante. Mais elle est plus courte, mais elle est devant. Et là, devant, c'est difficile pour Hugo Bianchi de venir reprendre le point. La boule de Laurent Béraud, elle est
pour moi parfaitement joué. Voilà, c'est une boule qui va permettre, si Ugo Bianchi a la chance de prendre, se permettre à Sébastien Bolet donc d'aller la tirer sans avoir d'éclat sur la sienne. Voilà, on est en toute protection, et comme elle est devant, elle peut servir d'obstacle pour éviter justement que Ugo Bianchi vienne reprendre le point. Donc nous voyons la concentration extrême de tous les protagonistes de cette finale. Il y a très peu d'échanges verbaux, uniquement sur la tactique. On est vraiment dans sa bulle. Alors le gros avantage, je le disais hier, le gros avantage de ce sport, c'est que Jacques, regardez. C'est superbement joué, il n'y a pas 50 cm, donc pour le coup, voilà le but a été déplacé de 25 cm. Donc là, il a fait quelque chose de superbe, Ugo Bianchi, parce qu'il a éloigné la boule de Laurent Béraud. Voilà, donc il a donné plus de facilité. Si Sébastien Bolet réussit la boule au tir, il a donné plus de facilité aux Croix-Roussiens pour reprendre le point derrière. Et donc là, il a bougé le but, on est à 17 mètres maintenant. Le but a été légèrement bougé. Le but peut être bougé jusqu'à 19 mètres 50. Il est obligatoirement lancé entre 12 mètres 50 et 17 mètres 50 au début de la main, mais après il peut être déplacé jusqu'à 19 mètres 50. C'est pour cela également que on a vu Sébastien Bolet ne pas annoncer le but sur la première main, de peur que le but puisse aller dans le carreau allongé à 19 mètres, qui était celui de Guillaume Abelfaux. Voilà, donc Ugo Bianchi a superbement réussi cette boule au point, puisque non seulement bien sûr il a pris le point, il a écarté un peu le but qui lui donne un peu plus d'air pour pouvoir reprendre une nouvelle peau avec un peu plus de facilité. Le point de Laurent Béraud. Par contre, cette boule-là n'est pas jouée dans l'axe du jeu. Elle est jouée extérieure. Peut-être qu'elle va prendre... Elle est à la sortie de la main, elle est sortie un peu extérieure de la main, elle est tout de suite sortie du couloir central du jeu. Ça va nécessiter une vérification pour savoir si Ugo Bianchi a repris ou pas le point sur la boule de Laurent Béraud. C'est le cas, mais malgré tout c'est vraiment la boule dans l'axe du jeu de Laurent Béraud qui est magnifique. Qui est magnifique parce qu'à peine touchée, elle va permettre à Laurent Béraud d'inscrire 2 points. Voilà, de faire ce qu'on appelle une rentrée par 2. Donc elle donne tous les avantages au pointeur villibadois, alors que la boule même si elle a pris la boule de Ugo Bianchi, est en dehors de la trajectoire centrale du jeu. Laurent Béraud, donc Laurent Béraud, gaucher de Givors. Oui. Je salue tous les amis de Givors. Et tous les gauchers. Oui, tous les gauchers aussi, oui, tout à fait. Mais que j'ai vu évoluer très jeune, voilà. Vous voyez, il a tenté. Alors c'est superbement joué de sa part parce que il a une force millimétrée pour venir près du but. Et si davantage il avait légèrement touché la boule, sa première boule, il aurait fait 2 points. C'est vraiment joué à perfection. C'est vraiment joué à perfection parce qu'il n'a pas joué plus fort que le jeu pour pouvoir rentrer la boule. Le cas où il est passé au ras de cette boule, il l'a à peine effleuré et il a pris quand même le point. Et il oblige Guillaume Abelfaux à s'employer pour reprendre l'avantage du point de côté d'Ugo Bianchi, son partenaire. C'est fait, c'est exécuté. C'est parfait. Hein, pour voilà, c'est parfait, oui. C'est parfaitement pointé, parfaitement tiré en retour. Guillaume de part et d'autre. Est un joueur extraordinaire parce qu'il rend des cartes magnifiques en progressive. C'est que le recordman du monde de progressif, mais derrière en traditionnel, il a la même aisance, la même facilité. Il est vraiment, vraiment super adroit. Et on en voit Sébastien Bolet maintenant. Alors, avantage sur cette main par rapport aux boules qui sont sur le terrain, même si on est en égalité de boules. Avantage parce que la boule de Laurent Béraud est vraiment dans l'axe du jeu. Et si Sébastien Bolet a le bonheur de rentrer par 2, ça va obliger la Croix-Rouge, à se poser des questions. La boule est jouée extérieure, elle a magnifiquement joué. Elle rentre bien. Voilà. Il n'a pas pris le risque de jouer avec sa boule. Il oblige une nouvelle fois Guillaume Abelfaux. Donc toujours à 17 mètres, là on est loin. Hein. On est loin. Il oblige Guillaume Abelfaux à aller toucher la boule de façon à se redonner l'avantage au point, celle d'Ugo Bianchi par côté.
Et après le coup de tir de Guillaume Abelfaux, on se retrouvera une boule contre une boule à Sébastien Bolet, une à Guillaume Abelfaux, pour clôturer cette deuxième main du double. Vous les voyez derrière. Exactement. Ces boules qui restent à jouer. Superbe, superbe, superbe. C'est une trajectoire magnifique. Un geste répété, toujours le même. Il n'y a pas d'accélération. Vous avez vu là le geste de Sébastien Bolet qui a mis un petit coup sur la droite. Tout à fait, tout à fait. Son but à Sébastien Bolet, s'il veut récupérer l'avantage de la main, c'est de pouvoir faire une rentrée par deux. S'il ne fait pas la rentrée par deux, s'il reprend le point, un seul point comme il vient de le faire, ça donnera à Guillaume Abelfaux la boule pour clôturer la main et prendre le gain de cette main pour un point. Et en tirant la boule de Sébastien Bolet. Exactement. Alors, il est rigolo ce plan, on ne voit pas la boule. Celle-là est jouée hors jeu. Je l'ai vu à sa tête, elle est jouée hors jeu. Celle-là, elle est... Aïe. Elle est... Ah, ça change la stratégie que vous aviez très bien joué. Annoncée. Ah oui, il peut s'en vouloir. Il peut s'en vouloir parce qu'il avait sa boule à rentrer, il avait quelque chose de magnifique à faire, et là, il a complètement dévissé. Du coup, on va jouer le but, là. Non, surtout pas. Qu'est-ce qu'on va jouer alors ? Surtout pas, on va jouer extérieur. Vous voyez, voilà, soit d'un côté, soit d'un autre. En fait, ça annulerait la partie. Il faut surtout pas que les Croix-Roussiens touchent la boule devant de Laurent Béraud parce qu'ils vont démarquer le point. Exactement. Il reste qu'une seule boule à jouer. Donc il faut qu'il trouve une lecture de jeu qui fasse qu'il passe relativement large pour pas se donner de frayeur de la boule à Laurent Béraud et pour autant rajouter un deuxième point pour venir chercher l'égalisation au score. C'est complètement excentré. C'est délicat. On tire de la gauche. Voilà. On préfère perdre la boule que de la démarquer. C'est pas mal joué. C'est pas mal joué. Voilà, on ne prend surtout pas le risque d'aller toucher la boule. Voilà, il reste un point. Voilà. C'était important parce que Saint-Vulbas. Hugo Bianchi ne pouvait absolument pas jouer dans le centre du jeu parce qu'à peine touché la boule à Laurent Béraud, il démarquait le point. J'avais vu qu'il faisait un cercle en fait autour du but, c'est pour ça que j'ai annoncé bêtement ça, mais en effet c'est ça, c'était pour calculer un peu la distance. C'était pour calculer à peu près à combien, tout à fait. À combien de centimètres la boule serait valide pour faire un deuxième point. Voilà, pour surtout pas aller toucher la boule. Et ils n'ont pas pris le risque, ils ont joué vraiment le long du... Allez, un détour par le simple parce que vous le savez, on joue de façon synchronisée en fait, tout simplement. Ce simple avec Jérôme Benoît du côté de Saint-Vulbas et Xavier Majorel sont deux joueurs qu'on a déjà croisés sur ces terrains. Alors pour ce simple, pour l'instant, on est à 4-1 pour Saint-Vulbas. Alors, petit selfie, choc des générations. Xavier Majorel, ex-champion du monde... ex-champion du monde, oui, en simple. Et d'un autre côté, Jérôme Benoît qui représentait les couleurs françaises au dernier championnat du monde à Ljubljana il y a 2 ans. Donc voilà, deux grands joueurs de simple, connus et reconnus par leur père. Indécision. Pour autant, Saint-Vulbas mène 4-1. Donc là, il est clair que l'avantage du terrain au point en simple n'est pas un vain mot. On est au début de cette main en tout cas, vous le voyez. Et donc on voit Saint-Vulbas qui déjà a pris le large 4-1 contre l'Acro-Lyon de Xavier Majorel. Donc choc des générations, choc des talents, choc de champions. Et j'espère au final un selfie entre les deux pour ce choc d'intergénération parce que c'est vrai qu'on a... Ah, vous le réclamez ça? Bah oui, parce que c'est génial de voir cette continuité. Voilà, on a, comme on l'a vu tout à l'heure, on a celui qui a été champion du monde en simple pour l'équipe de France il y a quelques années, avec celui qui a échoué en quart de finale dans une partie dantesque à Ljubljana que j'ai suivi. J'ai trouvé ça vraiment un peu écœurant pour Jérôme. Je pense qu'il aurait pu... il a perdu sur malheureusement des coups du sort. Des coups du sort parce qu'il avait été excellent sur des points de détail. Il a perdu, il n'a pas eu la petite part de chance en plus, le petit plus ce jour-là, mais il méritait largement plus. Il avait été énorme. Et donc là voilà, ce choc, donc on joue très très loin.
On joue à 17,50 m. On joue 4 boules contre 4 en simple, contrairement au double. Les règles sont les mêmes, seulement qu'on joue à 4 boules contre 4. Voilà, et là on joue à 17,50 m et on a vu Xavier Majorel à 17,50 m. Très loin. Voilà. Est-ce qu'on va encore assister à des parties parfaites voilà, de part et d'autre, à nouveau? Ah oui, c'est... Vous le promettez? Ah oui, vu les forces en présence, vu les forces en présence là. Puis au bout on a quand même le Saint Graal, on a quand même un titre au bout, donc... Alors je voulais saluer cette magnifique organisation de Saint-Vulbas, comme à chaque très grand événement qu'il propose pour le sport boule. Donc sous la présidence de Frédéric Ruiz et d'Éric Loy, et surtout saluer, qui est très très important, c'est l'ensemble des bénévoles qui permettent à ces manifestations de se réaliser. Je crois qu'on le dit pas assez, on leur rend pas assez grâce. Parce qu'on le voit en fait à chaque changement de tour, par exemple, il y a des installations au niveau des terrains, il faut tout remettre en ordre, voilà, il faut installer par exemple le tir progressif ou ce qui peut se passer, et puis faire attention à tout, et c'est beaucoup de préparation en amont, et puis autour de ça, on va le dire aussi, il y a tout ce qui est restauration, voilà, complètement, bien sûr. L'accueil des quelques 700 spectateurs qui sont dans les tribunes aujourd'hui. Voilà, toute l'infrastructure, la logistique, l'intendance, et merci à tous ces bénévoles qui permettent en fait de faire vivre ces grandes manifestations. Moi, en tant que également président de mon club de Paris 20e, je salue les miens qui répondent toujours présents aux manifestations que nous organisons. Et sans eux, rien n'est possible. Et ça, je veux vraiment le souligner, parce qu'on n'en parle pas assez. On met souvent en avant les joueurs. Mais merci, un grand merci à eux. Alors, on est là, éloigné sur une boule du but. complètement manquée de Jérôme Benoît, donc Xavier Majorel, qui aurait pu tirer puisqu'il a un carreau allongé dans le fond pour prendre l'avantage, a pris le choix du point, il a complètement dévissé sa boule et il est sorti complètement de l'axe du jeu. Il a voulu jouer un peu extérieur pour surtout ne pas toucher la boule de Jérôme Benoît, mais au final sa boule a dévissé, et en plus il est court. Il est court, donc il manque vraiment de force pour arriver jusqu'au 17,50 m. Il va se réemployer une nouvelle fois, mais il a perdu l'avantage pour prendre le point. Voilà ce qu'il fait. Donc il peut s'en vouloir sur sa première, Xavier, parce que vraiment c'est pas son habitude. Elle a vraiment été manquée large, parce que Jérôme Benoît avait vraiment manqué sa boule, comme vous le voyez. Hein, c'est relativement rare sur ces jeux de boulodrome couvert de cette qualité, d'avoir, et avec des joueurs de cette qualité également, d'avoir ces écarts au point. Donc l'un comme l'autre ont dévissé, mais malgré tout c'est Jérôme qui a récupéré l'avantage, et avantage qu'il garde, puisqu'il vient de toucher la boule de Xavier Majorel. Il va employer Xavier à jouer sa dernière boule pour reprendre le point, pour le gain de la mène. Donc, et attention, parce que Lyon est en avance au classement général 19-13, mais Saint-Vulbas quand même est en avance quasiment sur les deux parties qu'on a vues là. Oui, tout à fait. Peut-être déjà en train d'inverser la tendance, en tout cas en train d'essayer d'inverser la tendance. Ça va être de toute façon, comme je le précisais tout à l'heure, ça va être du finish. Ça va être du finish, parce que sur cette année en traditionnel, Saint-Vulbas est meilleur performeur que l'Acro-Lyon. Donc, puisque j'ai l'occasion de les voir évoluer, puisque je joue contre eux dans les étapes du Super 16. Saint-Vulbas est en forme, d'ailleurs ils viennent de gagner Mâcon. Je salue le capitaine de traditionnel qui est un super capitaine et un ami, Albert Didona, capitaine de l'équipe de traditionnel de Saint-Vulbas, qui vient d'emporter la dernière étape du Super 16 de Mâcon face à l'Acro-Lyon. Ils sont plus performants, les Villibadois, cette année en traditionnel. Donc là, ils jouent sur leur terre. Malgré qu'ils soient menés de 6 points, il reste encore 12 points à prendre sur les 4 épreuves que l'on voit sous nos yeux. Et donc, voilà, il y a un suspense. On ne peut pas aujourd'hui, à cet instant, on ne peut pas décider du sort de cette finale. L'Acro mène, mais joue pas sur ses terres. Donc après voilà, ça va être du pour boule en fait. C'est l'expression classique, du pour boule jusqu'au bout.
Ouf. Ah, superbe Jérôme Benoît qui par ce doublé de frappe à 17,50 m arrache le gain de la mène et mène 5-1. 5-1, oui, déjà. Et surtout, on l'a vu, la course, hein, il faut beaucoup d'élan pour réaliser de tels tirs. Tout à fait. Là, il faut beaucoup de synchronisme pour que ce soit le bras qui jette la boule et pas le petit coup d'épaule ou le petit coup de poignet qui va faire tomber juste à côté, à droite ou à gauche. C'est vrai que 12,50 m, jusqu'à 15 mètres, on peut se permettre une accélération dans la course, etc. On peut compenser un peu à l'épaule. Dès qu'on passe les 15 mètres, on ne peut plus rien se permettre. Il faut avoir un synchronisme parfait. Les deux protagonistes nous l'ont démontré puisque Xavier Majorel et Jérôme Benoît ont réussi leur tir. Et donc là, pareil, on joue encore à 17,50 m. Ouais, avec un voilà. tir Là, de Jérôme Benoît. Comme on dit dans le jargon, on déclare la guerre. On joue à ce qu'on appelle la barre des hommes. La barre des hommes. Oui, la barre des hommes. Je refuse totalement cette expression. Non, mais elle est justifiée puisque la barre des femmes, c'est 16 mètres. Oui, mais non. Non, la barre des femmes, c'est 16 mètres. Donc là, on joue dans la zone qui est après les 16 mètres. Mais c'est vilain, je vous l'accorde. C'est très vilain. Non, tout à fait. Le biberon, c'est plus mignon. Oui, d'accord, on restera sur le biberon alors, Claire. Ouais, je comprends, c'est vrai que le jeu est plus éloigné dans cette version masculine du sport boule. Et d'ailleurs, on essaie de pointer du côté de Jérôme Benoît. Oui. Il y a une particularité qui est très très importante. Pourquoi aussi on joue très loin ? Parce que ils font des réalisations à 17 mètres sur 17,50 m, ils font des réalisations au tir. Si on joue plus près, ils peuvent faire des carreaux allongés. Et quand on joue en simple, si on pointe et on prend 1 ou 2 carreaux allongés, au final on a beaucoup plus de chances de toucher 4 boules pour le tireur et de faire compter ces carreaux allongés. C'est très très difficile, c'est surtout pour ça qu'on joue très loin, pour éviter justement... on est un peu dans le principe de nos cousins de la pétanque. Voilà, on est un peu dans ce principe-là où on va jouer très loin pour éviter justement de prendre des carreaux. Parce que 17 mètres, bon, c'est... Les protagonistes en présence réussissent à toucher les boules. Quand on joue beaucoup plus près, on a tout le long de l'aire de jeu pour que le carreau reste dans le jeu. Et en simple, on est 4 boules contre 4 et on peut prendre des surprises. Toujours ces temps d'attente. Voilà, on vous rappelle, si vous nous rejoignez, que ce sport boule, comme les 3 autres disciplines, donc la rafle la rafle à volo et la pétanque, sont candidates pour être membres des Jeux Olympiques 2024. C'est vous dire si cette compétition et cette discipline prennent de l'ampleur. On voit à l'écran en noir donc Fabien Amar pour l'Acro-Lyon, qui est le mari de Floriane Amar, qu'on a vu évoluer hier avec malheureusement une défaite au final, mais qui a donné... Famille de champions quand même. Hein. Ah oui, tout à fait. Qui a donné énormément, qu'on a entendu hier en interview après la finale. Allez. Voilà, et Jérôme Benoît, toujours. Jérôme Benoît dans ses terres. Jérôme Benoît dans ses terres, 17 mètres, encore une boule qui est très près et qui oblige Xavier Majorel à s'employer au tir. Là, il n'y a aucun choix. Donc on a vu Jérôme Benoît très très précieux au point et au tir, donc difficile à manœuvrer sur tous les terrains de France, mais plus particulièrement sur les Jeux de Saint-Vulbas qu'il connaît par cœur puisque c'est son lieu d'entraînement. Et non. Juste 10 cm derrière pour Xavier Majorel qui peut être déçu parce que à la trajectoire en l'air il pensait bien toucher cette boule. Il est tombé juste quelques centimètres derrière. Et donc Xavier Majorel en difficulté. Xavier Majorel on est 2 boules contre 2. Que va-t-il faire? Il prend la décision d'aller tirer au but. Donc vous voyez, on est 2 boules contre 2, mais il a déjà perdu l'avantage de la mène puisqu'il vient de manquer. Il est à 1,5.
On rappelle que c'est l'annulation dans ce cas-là. L'annulation, complètement. de L'annulation qui va, si elle est réussie, on va reprendre à 5-1 et on va remonter les boules et voilà. On a le droit à une boule en annulation en défense par main pour chacune des concurrents. Faut pas la manquer celle-ci. C'est fait. Superbe Xavier Majorel. Donc, on reprend à 0 en tout cas à 5-1. On reprend à 5-1, donc au regard du fait que l'on joue en 1h30 ou 13 points, 1h30 ça va très vite, on a vu Jérôme Benoît être en avantage de 4 points. Là il était très difficile pour Xavier Majorel d'aller reprendre le point sur la superbe boule de Jérôme. Et pour le coup, voilà, même si on est à égalité de boules, 2 boules contre 2, Xavier Majorel avait perdu le gain de la main, donc tout de suite il a été tiré au but. Allez, on retourne sur ce double où Saint-Vulbas mène 4-1 contre le CRO Lyon. C'est le double qu'on avait commencé à suivre tout à l'heure. Oh là, on discute. Ben on est en pause. Temps mort. On est en temps mort. On est en temps mort, 1 minute de temps mort, c'est octroyé par les arbitres une seule fois par rencontre, par match. Donc là, il a été demandé. Alors je ne sais pas par qui. Peut-être par l'Accro Lyon qui est mené 4-1. Et donc Saint-Vulbas qui va jeter le but, donc qui vient de marquer en fait. Puisque c'est l'équipe qui marque, qui jette le but. Et pour le coup, donc c'est Laurent Béraud qui s'y emploie, donc l'équipe de Saint-Vulbas a marqué. Et là a décidé de réduire, un peu plus court, réduire le jeu, oui tout à fait. Parce que à partir du moment où l'une des deux équipes prend un petit avantage, et 4-1 c'en est un, vu les qualités de jeu que l'on découvre, elle va pas chercher après à jouer très très loin. Elle va jouer, voilà, si elle s'est en difficulté, il est plus facile d'aller annuler un but à 14 mètres que d'aller annuler un but à 17 mètres. Voilà, et on est sur une base à plus 3, donc il ne sert à rien à Saint-Vulbas d'aller tenter le diable en jouant à 17,50 m. On reste sur des bases plus proches, qui permet des défenses, qui permet beaucoup plus de précision au point également. Et Dieu sait que Laurent Béraud en a de la précision au point, comme vous pouvez le voir. La preuve, oui. Voilà. Donc, temps mort au jeu numéro 5 est demandé par Porte-Barre. Il y a un autre temps mort. Et qui ne nous concerne pas. Non, tout à fait, non. Non. Oui, parce qu'en parallèle, plusieurs finales et on a la finale de l'élite 2 entre le club de Port-des-Barques et le club de Mâcon. Finale très intéressante au demeurant, puisque le club vainqueur montera dans l'élite 1 et jouera contre les personnes qui sont là. Donc quoi qu'il arrive, l'un comme l'autre en élite 2 devra se renforcer grandement. Des gros challenges en perspective, voilà. Visiblement. Parce que pour affronter ces messieurs là, c'est ce qui se fait de mieux. Hein. Alors on a choisi de jouer au point aussi pour reprendre, ou là, non, ça me paraît un peu... Ouais, un peu en retrait. Voilà, on a juste passé un peu le but pour Hugo Bianchi, donc il joue sa boule derrière. Donc vous voyez, le principe de la boule derrière, c'est que elle peut être mise en danger sur un éclat, puisque Guillaume Abelfaux va prendre la décision de tir. Je pense qu'il aurait dû la prendre avant, parce que la boule à Laurent Béraud était vraiment très très près, même s'il était juste un petit peu derrière le but, mais elle était vraiment très très près. Ils ont pris l'option de jouer au point. Malheureusement, Hugo Bianchi il a manqué surtout derrière. Donc là, il faut que Guillaume Abelfaux s'emploie de toucher la boule, bien sûr, de Laurent Béraud, mais sans avoir l'éclat. Donc ça demande... Et voilà, éclat. Donc c'est ce que malheureusement arrive avec les boules qui sont pleines sur ces surfaces de boulodrome couvert. Vous voyez la boule à Hugo Bianchi qui était à quelques 45 cm derrière le but, a pris un éclat. Et il était très difficile pour Guillaume Abelfaux de toucher la boule de Laurent Béraud sans avoir l'éclat. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Donc il est clair que les Croix-Roussiens ont 2 points à terre, mais 2 points qui sont très loin et derrière. Et donc encore avantage à Saint-Vulbas sur cette nouvelle main du double.
encore très bien là. Voilà, superbe, C'est la encore même en joué fait, devant. quasiment. Encore joué devant, c'est encore la même. Voilà, c'est donc comme je vous disais, l'avantage de jouer sur cette aire, c'est quand même un petit plus. Et donc Guillaume Abelfo une nouvelle fois s'emploie. Superbe, superbe, C'est superbe. du donnant-donnant là. Ouais, tout à fait. Tout à fait, mais avec l'éclat qu'il a eu sur la boule de Hugo Bianchi, parce qu'ils avaient pris la décision, alors peut-être contestable, de ne pas tirer tout de suite la boule à Laurent Béraud qui était prêt. On a essayé de... on essaye toujours, en fait, quand on est en retard au score, on essaye toujours d'inventer des choses pour mettre en difficulté. On se dit si malgré tout, on vient s'appuyer sur la boule, gagner le point, et bon, voilà. On essaye on joue plus la logique du jeu de boule, qui aurait été celle d'aller tirer la boule à Laurent Béraud qui était à 25 cm sur le côté du but. Allez, Laurent Béraud qui est reparti pour refaire exactement la même chose, sauf que là ça part un petit peu plus à gauche. Ça part plus à gauche, mais pour le coup, étant donné que Guillaume Abelfo a eu l'éclat, en prenant et en ne passant pas le but, il laisse à Sébastien Belay le fait de faire le métier, c'est-à-dire d'aller détruire toutes les boules qui se présenteront pour une nouvelle fois prendre le gain de la main. Il n'avait pas besoin d'être super précis, super près. Voilà. On est voyé 3 boules contre 3. Il reste 2 boules à Hugo Bianchi, 1 boule à Guillaume Abelfo. C'est à Sébastien Belay maintenant de faire le travail. Donc avec une boule qui est sur le côté, qui est correcte, mais qui ne va en aucun cas gêner Sébastien Belay si Hugo Bianchi venait à reprendre le point. Si c'est le cas... Bon, elle sort. Ben là, no choice. No choice pour les Croix-Roussiens, on va les tirer au but. On va les tirer au but, on est 1 à 4, on est 2 boules contre 3. Hugo Bianchi vient de manquer sa boule, donc là c'est no choice. Là je pense que voilà. Là c'est... On peut pas... Il n'y a pas, pour moi après, il n'y a pas d'autre tactique que d'aller tirer le but. Voilà. On est obligé, on est sur la défense. Même si Guillaume Abelfo allait reprendre deux fois le point sur la boule de Laurent Béraud, ils étaient sur une mène de 2 points, donc Guillaume Abelfo obligé d'annuler et surtout de réussir, parce qu'autrement il risque d'être vite en difficulté. Oui. Non, c'était devant, vous avez raison, le 50 cm. C'est une vraie cohérence à oublier, heureusement que vous êtes là. Oui, parce oui. que... Je suis là pour ça aussi. Non, on l'a vu tout de suite, elle n'a pas été relevée. Je l'ai vu à la C'est chute. vraiment rien, 50 cm. Ah non, c'est clair. Ça paraît énorme avec cette règle-là. Et en même temps, quand on joue, ça ne paraît rien du tout. Là, je crois que les Croix-Roussiens vont prendre un coup de massue. 3 boules à Sébastien Belay à quelques 14 mètres, donc à pied de jeu. Hugo Bianchi, donc il va jouer la dernière boule pour les Croix-Roussiens, la dernière boule de la Maine. Voilà, celle-là est très bien jouée, elle reprend. Donc là c'est repris, mais on rappelle que ce n'est pas fini. Elle est venue un peu se cacher, non, elle est... On prend la qualité de tireur de Sébastien, qui est un artiste du tir de précision. Et on et l'a même vu, si même d'aventure... depuis le début de ce double, honnêtement, il a quasiment pas fait d'erreur au tir. Oui. Et même si d'aventure Sébastien venait à détruire également la boule de Laurent Béraud, il a super large derrière pour pouvoir rajouter 2 points. Voilà. Parce que les boules des Croix-Roussiens ne font plus jeu. Oh super, carreau en plus, il fait carreau en plus. Ah non, juste coulé. Juste coulé, un peu plus, il prenait 4 points les Croix-Roussiens. Donc superbement bien tiré. Superbement bien tiré. Ils vont quand même regarder, à savoir si le carreau de Sébastien Belay est plus près que celui de Guillaume Abelfo, pour savoir s'il y a 1 point ou 2 points à terre pour les Villibadois. Non, je pense qu'il y avait large. On le voit sur ce plan un peu en hauteur que la boule de Guillaume Abelfo, le carreau de Guillaume Abelfo est plus proche, me semble-t-il.
Après, ça reste assez trompeur à l'écran. Voilà, donc Sébastien Bellet a un boulevard pour rajouter et scorer. Donc 3 points supplémentaires qui les mettrait à 7-1. Voilà, donc 2 points à terre. Ça reste très important parce qu'on est toujours à 19-13 au général, mais c'est vrai que Et puis Saint-Vulbas menait déjà en simple. Là, il y a là aussi Saint-Vulbas mène à nouveau sur ce double. Et là, il n'y aurait pas de point défensif, notamment exactement, pour Claire, exactement. C'est pour ça que l'annulation tentée par Guillaume Abelfo était très très importante pour maintenir ce 4-1. Parce que là, même si l'Acro-Lyon mène au score général le 19-13, tous les points comptent et il y a 12 points à prendre pour les gagnants, mais il y a aussi 4 points à prendre pour les perdants avec le défensif. Alors, on va la voir arriver beaucoup trop loin. Oh là là, non. Comment il peut... Oh non. C'est un peu un sabordage, ça. Ah oui, ça c'est un sabordage. Ça c'est un sabordage. Bon, on est quand même à 6-1 dans ce double. Là Sébastien, ça fait la deuxième qui manque comme ça, très large. Il était très bon au tir, mais c'est vrai que... il peut s'en vouloir, il joue dans ses jeux, malheureusement pour lui, parce que c'est toujours... Mais quand même, ça... Voilà. Allez, on retourne vers le simple, où là, on n'a plus qu'un point d'écart entre Saint-Vulbas et Lyon. Donc Xavier Majorel, après cette superbe annulation à 17,50 m, a pu scorer et revenir sur les pas de Jérôme Benoît. Et donc là, Xavier prend la mesure de ce match, du match de cette finale, et met une superbe boule au point, donc devant le but qui oblige Jérôme Benoît donc à aller tirer. Donc voilà, ça joue également à côté l'autre partie de double. On voit Fabien Amar, Patrick Alcaraz pour l'Acro-Lyon contre Greg Chira, que l'on voit au tir, et Bertrand Sochet. Voilà, annulation de Greg Chira. Donc quand vous entendez le aller de Greg Chira, voilà, vous commencez à prier. Voilà, c'est aller et ça sert le point. Vous savez que dès que le A est prononcé, et la sentence est immédiate. Voilà, donc Jérôme Benoît à l'image. Super carreau de Jérôme Benoît. On joue quand même à des distances. Et ils sont en transe, ils sont super bons. Ah, moi, je me régale. On joue quand même à des distances de 17 mètres. Ouais, c'est impressionnant. Sur des jeux où pour faire un carreau, c'est compliqué parce que les jeux sont super roulants. Et donc, vous voyez, les boules glissent. Il y a très peu de sable. Et ce qu'ils arrivent à faire, c'est juste bravo. Ils sont pas là par hasard. Ah, mais ça, on n'en doutait absolument pas. Oui, non, mais c'est clair, c'est confirmé, c'est d'un très haut niveau. Il y a aussi le triple qui se Le triple, dispute tout à fait. Donc, en parallèle. Voilà, on voit jouer Bruno Perras. Bruno Perras à l'image qui, selon ses pairs, et on en parlait avec Manu Bilon, le sélectionneur de l'équipe de France, des 30 dernières années, c'est le plus fort tireur qu'on ait eu. Eh bien. Donc il a pris un peu d'âge, il a un peu ralenti la compétition à haut niveau. Mais Bruno Perras, ça fait plaisir de le voir là. C'est le plus grand tireur. Il a été plusieurs fois champion du monde. Il a joué en Italie. Il a fait craquer les Transalpins chez eux. Il a rempli des tribunes entières quand il faisait des parties en simple dans les clubs sportifs. Il a été adulé en France et en Italie, partout en Europe. C'est un homme à exploit qui a été, on en parlait donc avec Manu Bilon, donc sélectionneur de l'équipe de France, et vraiment un grand joueur, une grande pointure du sport boule. Premier en première division avec son équipe de Lyon Métropole. Jacques Jérôme, là, il tire quand même très loin. Il tire superbement bien. Il n'a pas eu l'éclat sur sa boule, sur son carreau derrière. Donc il préserve encore l'avantage du carreau allongé qu'il a fait sur la première boule de Xavier Majorel. Encore extrêmement loin parce que là le but a été reculé en plus de quelques centimètres. C'est impressionnant. Tout à fait. On est sur les 17,50 m. Ah, vous n'avez pas osé le dire là. Pardon ? Vous avez gardé 17,50 m. Oui, 17,50 m. J'ai vu que ça vous avait quelque peu choqué. Non,
Je ne recommencerai plus. Merci. Il y a du monde dans les tribunes ici à Saint-Vulbas, là, dans ce vélodrome. Oui, là il y a du monde. Il y a du monde et contrairement aux courses, beaucoup de silence. On apprécie, on savoure, on apprécie, on savoure. On ne veut pas déranger les protagonistes. On sait qu'ils ont besoin d'énormément de concentration et de calme. Et non, c'est... Il y a tellement de parties à suivre. Silence de cathédrale, bien sûr. Alors, la reprise... Et puis il y a une nette tension nerveuse, forcément. Oui, la reprise est faite sans aucun problème. Encore une boule très très près de Xavier Majorel. Très bien. Et donc Jérôme Benoît va s'employer à donc toujours en tentant de toucher la boule, bien sûr, donc de tomber dans l'arc de cercle dès 50 cm, et en essayant de ne pas détruire le petit avantage qu'il a du carreau allongé, qu'il a fait parce que tous les points comptent. Et cette boule que vous voyez en retrait, exactement, en retrait, qui est à 2 mètres derrière le but. Voilà, donc Jérôme Benoît à l'image. Super tiré, éclat. Voilà. Éclat, donc ce qu'il ne fallait pas faire. C'est dommage, voilà, on va le dire comme ça. Oui, c'est regrettable, c'est regrettable pour lui, complètement. Après, ce sont des choses qui arrivent sur ces jeux. Toujours un avantage de 1 point pour Saint-Vulbas. C'est vrai quand on voit qu'on joue au boule pour boule, on se rend coup pour coup. Le moindre carreau allongé, le moindre petit avantage, quand on le repère, c'est toujours hyper rageant. Parce que là, on a vu Jérôme Benoît qui avait superbement bien entamé ce match en simple, en menant largement. Xavier Majorel qui a été chercher un but en défense dans l'angle des 17 mètres, juste hallucinant. Parce que là, il y avait encore un écart qui allait se creuser. Xavier qui revient derrière, donc il fait carreau allongé. Et là, il vient de détruire son carreau allongé, donc on s'est et puis il revient 4 fois près du but, c'est somptueux. Donc là voilà, on est à 17 mètres 55 et Jérôme Benoît n'a d'autre choix que d'aller tirer la boule pour faire 0-0 sur cette mène. Donc là, si on parle de haut niveau, on peut pas faire plus. Ah ben on est dedans là, en plein dedans. C'est vrai qu'il nous régale dans ce boulodrome, Jean Védrine plein à craquer. Je voulais profiter de ce temps d'antenne pour saluer quelqu'un qui fait énormément pour le sport boule, pour les diffusions du sport boule sur son site Sport Boule Diffusion. Il s'appelle Christophe Campiglia. Donc je le salue, je voulais vraiment, et ça c'est au nom de tous les joueurs de boule en France. Il retransmet tous les événements du Super 16, les événements comme ces finales sur son site. Il fait un boulot merveilleux. Il se déplace dans toutes les étapes du Super 16 masculin, féminin, dans les championnats. Merci à lui et je souhaite qu'à un moment donné, la Fédération française du sport boule lui donne plus d'équipements qu'il en a, mais surtout lui offre une médaille du mérite, parce que ce qu'il fait pour les boules en France, pour les régions reculées, pour les gens qui n'ont pas l'occasion de venir sur les manifestations parce qu'elles sont relativement loin, il les retransmet sur son site Sport Boule Diffusion. Il le fait superbement bien, avec énormément de passion, énormément de gentillesse. Voilà, je voulais profiter du temps d'antenne pour faire un grand merci à Christophe Campiglia pour ce qu'il fait pour le sport boule en France. Merci à lui. Et voilà, le message est passé. C'est vrai que vous pouvez aussi suivre beaucoup de compétitions maintenant sur notre antenne, et on en est ravis parce qu'on voit vraiment à quel point aussi cette discipline est à la fois sportive et passionnante. Tout à fait. Et suivi de plus en plus. Et suivi, oui, bien sûr. Complètement. Et pratiqué aussi. C'est super génial. Hein. C'est super génial de voir tout le travail qu'on a évoqué hier, fait par Jeannot Védrine, celui relayé par Bernard Champet, qui permettent aujourd'hui d'avoir 64 nations dans le monde qui pratiquent le sport boule. C'est énorme. C'est juste, oui, c'est super. Alors, Xavier Majorel qui a une belle force puisqu'il est à hauteur du but, mais qui n'a pas bien lu la trajectoire à adopter pour venir près du but, et qui est resté en retrait à 1,50 m par côté du but. On a vu sa boule plonger sur la gauche alors que le but est sur la droite. Et donc il va permettre à Jérôme Benoît, qui vient de réaliser 4 superbes frappes sur la ligne des 17,50 m.
Une petite précision pour vous dire qu'en effet les scores sont assez bas partout sur les 4 compétitions et que, vous l'aviez dit Jacques, on se dirige tout droit vers 1h30 de jeu partout. Donc attention toujours à cette dernière partie décisive. Tout à fait, Jérôme Benoît qui est un adepte du boulodrome de Saint-Vulbas, qui connaît bien qui sait bien lire les trajectoires de ce boulodrome, et tout de suite est venu très près, et il oblige Xavier Majorel à aller détruire la boule parce qu'elle est difficilement prenable. Donc alors c'est un peu compliqué parce que Xavier a manqué très large sa première boule. Il est obligé d'aller tirer parce que la boule à Jérôme Benoît est très près. Mais il défend rien en fait. Il ne défend pas une boule qui pourrait être manquée par Jérôme. C'est faire la course derrière en fait. Voilà, sa boule est trop loin. Bon, c'est superbe tiré, mais vous voyez qu'il y a quand même énormément de place pour Jérôme pour venir reprendre le point. La seule chose, c'est qu'il faut absolument que Jérôme reste devant le but. C'est très très important pour lui qu'il prenne le point en restant devant le but. Parce que si d'aventure il passait le but, ça permettrait à Xavier d'aller pointer derrière et de venir menacer la boule de Jérôme. Donc voilà, donc Jérôme a juste à penser à venir relativement près, bien sûr, de prendre le point sur la boule à Xavier, mais surtout de rester devant le but pour éviter toute mauvaise surprise ultérieure. Et il s'y emploie. Donc sa boule est également bien montée. Elle est également bien montée, voilà. Elle est montée dans le centre du jeu, elle est superbement jouée, voilà. À hauteur du but, elle est à 50 cm sur le côté. On va revoir la même chose du côté de Xavier Majorel. C'est superbement joué. Xavier prend l'option d'aller tirer également. Donc là, contrairement à ce qu'on a pu voir la deuxième main quand Xavier Majorel a fait cette superbe annulation, là, comme on est 5-4, eh ben, il va détruire jusqu'au bout. Il accepte le fait que sa première boule soit manquée. Et si il a la chance de toucher 2 boules encore, il perdra un point, il sera 4-6. Voilà, c'est l'option. Alors que s'il avait été retard au point, il aurait été obligé d'aller tirer. Retard au score, il était obligé d'aller tirer au but. Voilà, super tiré. Donc voilà, là il prend l'option il accepte de perdre un point, sous condition bien sûr que Jérôme respecte le fait de prendre et de prendre devant le but. On fait attention aussi lorsqu'on passe comme ça j'ai envie de dire polir à nouveau le terrain. Oui, complètement. On donne des coups toujours. Surtout à l'endroit où on va jeter sa boule, sur l'impact. Ouais, voilà. Il faut que l'impact soit bien police, soit bien lisse pour éviter toute mauvaise surprise à la tombée. Alors on se dirige à nouveau vers Jérôme Benoît encore superbement bien joué. Voilà. Là la boule est un peu en retrait, donc un choix pour Xavier. Xavier sait que s'il tire la boule, il n'a aucune chance de scorer dans la main. Maintenant, comme la boule est un peu en retrait, celle de Jérôme Benoît, il peut s'employer à aller tenter de reprendre le point et peut-être menacer la boule de Jérôme. C'est ce qu'il a l'air de vouloir faire. Tout à fait. C'est le bon choix. C'est le bon choix. Il va falloir qu'il fasse une lecture de jeu haute vers le but pour qu'en perdant de la vitesse, sa boule puisse retomber légèrement sur la boule de Jérôme Benoît et tenter de la mettre en danger. De prendre et de la mettre en danger, ça serait un plus pour Xavier. Pas simple, mais unique choix, parce que s'il s'était employé à aller tirer la boule de Jérôme, il avait aucune chance de scorer. Il est vite, il est fort, il va passer derrière, c'est bien joué. Dans l'esprit, c'était superbement joué, vous voyez, il a joué une trajectoire haute pour faire retomber sa boule en perdant de la vitesse. Malheureusement pour lui, sa boule est légèrement forte, donc il est peut-être 10 cm trop fort, autrement il serait venu reprendre le point et en plus mettre en danger la boule de Jérôme. Ce qui n'est pas le cas, il laisse à Jérôme la possibilité de rajouter un deuxième point. C'est pas simple, on est à 17 mètres. Voilà, donc Jérôme n'a pas le droit non plus de trop engager sa boule vers le but parce qu'il ne faut surtout pas qu'il touche le but
perdre le point qu'il a à terre. Elle est tout de même montée, sa boule, elle est vraiment jouée perfection. Elle est vraiment jouée perfection. Elle est très très belle. Après, je sais pas si il au niveau de la distance, ou pas quelque chose. Ça va demander de la mesure, donc on se sert exactement de la baguette qui sert pour faire les arcs de cercle quand les joueurs vont tirer. On s'en sert également pour donner de la mesure et pouvoir jauger plus facilement. Bien évidemment, si on n'arrive pas à jauger avec la baguette, on a le corps arbitral ici présent qui statue sur le point. Il y a déjà un point d'assuré pour Saint-Vulbas. D'avoir qu'un seul, je crois, hein, vu la réaction de... Il me semble qu'on soit sur un seul point pour Saint-Vulbas, oui, tout à fait. Vu la réaction de Jérôme Benoît. Alors ça fait 6-4. Ça fait 6-4 complètement, ça fait 6-4. On peut faire un petit point intermédiaire qui est très intéressant. On arrive à la mi-parcours de 7h30. 1h30 de jeu, on arrive à mi-parcours et on peut s'apercevoir que si les scores en restaient là, donc très très intéressant, on est à 45 minutes du terme de ce traditionnel et du terme de cette finale du championnat de France. Et là, quelque chose vient de se passer d'assez incroyable avec l'évolution des scores du simple, du triple et des deux doubles. On serait égalité 23 partout. Donc Saint-Vulbas vient de refaire son retard de 6 points et à 45 minutes à la mi-parcours de ce traditionnel, on est 23 partout. Aïe. Imaginez le suspense et la tension, sachant que l'ensemble des protagonistes ici présents le sait. Grande tension, donc surtout qu'encore une fois on joue en simultané, qu'on sait très bien ce qui se passe sur les terrains, j'allais dire adverses ou pas, mais en même temps on est en train d'essayer d'être concentré et donc tout peut se passer à ce moment-là. Complètement clair, donc là on est pour l'instant sur une égalité parfaite, donc sur une égalité parfaite, on ne va pas tirer les pénaltys comme dans d'autres sports. Oui, expliquez-nous. Voilà. Donc là, si on est en finale de ce championnat de France, si on est en égalité parfaite, donc le cas échéant, c'est en ce moment le cas, après on ne sait pas comment ça va se terminer, chaque équipe va désigner 6 joueurs, 3 qui pointent et 3 qui tirent le but. Donc on va faire une cible tracée au centre du rectangle, voilà, au centre de l'aire de jeu. On va faire une cible tracée. Donc les pointeurs devront jouer leur boule, leurs 3 pointeurs, leur boule dans la cible. Donc 1 point pour celle qui est dans la cible et 0 pour celle qui ne l'est pas. Et les tireurs vont tirer 3, chacun une fois au but. Et si après on est encore à égalité, après ces premiers jets de 3 pointeurs, 3 tireurs, on va aller tirer au but jusqu'à quand qu'il y en a un qui lâche. Aïe. Ah oui, c'est la version des pénaltys voilà, c'est ça, voilà, mort subite même carrément. Tout à fait. C'est la version des tirs au but et pas des Alors pénaltys, à une époque, pour départager les équipes, on tirait au sort soit une épreuve de tir progressif, soit une épreuve de tir de précision. Mais bon, après, on a trouvé ça, voilà, le tirage au sort avantagé ou pas. C'est ça, là c'est un peu plus juste. Pas l'un ou l'autre. Là voilà, là on mouille en fait, on mouille 6 protagonistes par équipe. 3 au point, 3 au tir. Je trouve que c'est plus juste parce qu'il est clair que on peut prendre l'exemple d'hier de Barbara Bartet pour les féminines. Si on tire sur l'épreuve progressive, voilà, c'est terminé et injuste pour une seule personne alors qu'on est sur du progressif. Alors là, on a eu un changement tactique puisqu'on voit Alexandre Chira qui a remplacé Guillaume Abelfaux. Guillaume Abelfaux qui a été énormément utilisé comme à chaque fois pour cette finale, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, Claire, il a fait toutes les épreuves. Il a fait les courses. Bon, Alex aussi. Progressif et relais pour Alexandre. Voilà, Guillaume a fait en plus le combiné. Donc voilà, il était de tous les instants et là il a laissé sa place à Alex. Donc il va tenter avec Hugo Bianchi de revenir au score pour l'Acrolion. Et là, c'est Laurent Béraud
qui Mais essaie toujours, de voilà, prendre toujours l'avantage. Laurent Béraud, toujours super efficace. Et là, on commence à entendre les clameurs, puisqu'on arrive un peu dans le money time de cette finale. L'ensemble des spectateurs et joueurs savent que les deux équipes sont au coude à coude. Tout le monde calcule, bien évidemment. Et là, à chaque boule réussie, ben, on entend les clameurs des supporters. Voilà, donc beaucoup plus de clameurs pour Saint-Vulbas que pour l'Acrolion. Ah, c'est normal, c'est le jeu du terrain. Allez, Alexandre Chira. Voilà, Alex donc, qui a suppléé Guillaume, Et là, c'est manqué. qui vient de manquer. Ils ont du talent, mais on leur demande énormément. Ouais. Vous avez vu Alex finir un relais d'anthologie tout à l'heure, où ça s'est fini 55-53 à bout de souffle. On lui demande quelques instants après de revenir sur du traditionnel. C'est super difficile. Là, il vient de manquer à deux boules 1 et il laisse encore un avantage à Saint-Vulbas qui mène déjà 6-3. Et donc qui aura, après la boule jouée d'Alex, 2 boules au râtelier. La boule d'Alex semble très bien jouée. Il va reprendre le point. Et donc il laisse à Sébastien Bellet la possibilité de conclure cette mène. Et la possibilité, s'il réussit sa boule au tir, de rajouter un point supplémentaire pour mener 8-3. Et là, 8-3, parce que ça devient très important, on sort du point défensif. Oui. Là, on est encore sur le point défensif pour l'Acrolion, mais dès qu'on passe à plus de 4, on le perd. Et là, on n'est plus à égalité au C'est niveau du score. touché. C'est touché. 7-3. Si Sébastien Bellet réussit sa boule au point, il vient d'annihiler un point défensif. Et donc là, il donne un avantage à Saint-Vulbas. Bien sûr, avantage éphémère dans le sens où l'évolution des scores sur l'ensemble des terrains est à suivre. Mais voilà. Et chaque Avantage personne virtuel, on va le dire comme ça. complètement virtuel, tout à fait. Mais là, ils savent que s'ils peuvent annihiler un bonus défensif dans leur partie de jeu, c'est super important. Et là, par contre, à contrario, tout le monde regarde les autres. Hein. Ah oui, là, c'est voilà. Là, on regarde ce que fait le collègue. À chaque fois que ça applaudit, on regarde ce qui se passe. Donc c'est difficile parce qu'on se doit d'être hyper concentré sur ce qu'on fait, mais après humainement on est attiré vers ce que font les collègues dans les jeux d'à côté. Parce que c'est le championnat des clubs, on le rappelle. Exactement. Superbement bien joué de la part de Sébastien qui va scorer 2 fois et qui là vient annihiler le bonus défensif de l'Acrolion puisque Saint-Vulbas mène sur ce double 8 points à 3. J'ai cru lire un super sur l'élève de Laurent Béraud, ou en tout cas un mot d'encouragement parce que oui, on est passé à 8-3 du côté de Saint-Vulbas et on continue à jouer sur les autres terrains. Allez, on relance ce but. On relance le but donc avec Laurent Béraud donc, qui joue dans une zone un peu longue quand même. Un peu longue puisqu'on est à 16,50 m. Il est clair qu'on a tellement sollicité également Alex Chira dans les courses que on va tenter aussi de jouer un peu plus loin parce que c'est compliqué de tout faire, hein, de faire les courses et le traditionnel dans les mêmes épreuves. Il y a tellement d'intensité dans chaque épreuve et le niveau est tellement élevé dans chaque épreuve que à la suite de faire les deux, c'est vraiment hard. Voilà, Laurent Béraud qui va laisser Cédric Roche s'exprimer, son partenaire de Saint-Vulbas. Et qui va s'employer une nouvelle fois là. Laurent Béraud, la force tranquille. Oui, très bon au point. Très bon point et très bon au tir. Là, il s'applique à pointer, mais très bon au tir. Non, joueur très complet dans les compartiments de jeu, qui a gagné de multiples épreuves nationales donc en simple, en traditionnel, et qui est un joueur complet et très précieux comme pointeur second dans une équipe. Là, c'est vrai que pour le coup, ils ont vraiment 2 rôles dissociés. Ils sont bons dans les deux, mais c'est vrai qu'on les emploie sur des rôles différents. Complètement. Mais vous voyez, pour le coup, Laurent Béraud est un joueur très complet et quand on joue en cadrette, il occupe un poste de pointeur second, qui est 3e tireur en fait. Vous voyez,
c'est parce qu'il a ce complément tir et point qui est très très précieux en division élite. Donc là on vient de voir Alex Chirac qui vient de faire un carreau allongé, donc qui est resté à 19 mètres et qui donne un très très léger avantage dans ce début de mène où Saint-Vulbas mène donc 8-3 face à l'Acro-Lyon et a pris un petit avantage. Donc Saint-Vulbas qui nous fait vibrer, hein, premier mondial féminin il y a quelques temps, finale championnat de France des clubs et bientôt la Champions League du Sport Bowl, première étape du meeting GDP Vendôme. Donc on a hâte aussi de voir ces joutes. On a vu les joutes féminines en international, on a vu hier les féminines, aujourd'hui les masculins dans les clubs sportifs. Et là en plus avec l'annonce de Saint-Vulbas comme première étape du meeting GDP Vendôme, ça va être juste génial. Et je profite de cette annonce pour remercier ce que font Sébastien Graille et Fabrice Laposta avec Jean-François Gobertier de nous faire vivre cette Champions League et de la rééditer en tant qu'organisateur chaque année. Et on y sera. Ça sera sur notre chaîne très prochainement. Voilà, on et là, sent la tension énorme même lorsqu'on regarde les jeux des copains. Tout à fait, là tout le monde s'arrête pour Sébastien Moore. On laisse tirer dans le jeu du triple. Sébastien qui vient de manquer. Allez, Laurent Béraud. Donc Laurent Béraud qui va encore s'employer. Oui, qui recommence, c'est ça. Encore, vous l'avez dit. Exactement, une machine. Toujours au même endroit. Une machine, ouais, et puis dans ces jeux de Saint-Vulbas, encore plus. À l'habitude, très très bon, mais dans ces jeux, encore plus. Vous avez vu le regard d'abord porté sur le but et ensuite porté sur l'endroit de l'impact, en fait, si je ne me trompe pas, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Donc, vous voyez, cette lecture de trajectoire, il se colle le long de la ligne latérale, il va donner à sa boule une trajectoire rentrante qui, en perdant de la vitesse, va se recoucher légèrement vers le but. Là, il a laissé un peu plus de place à Hugo. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, pour lui permettre de reprendre le point. On est vraiment dans les. Ah là, tout le monde s'arrête quand il y en a un là. qui. Oui, c'était pas le cas, vous voyez, au début du là, traditionnel. Maintenant, c'est. Voilà. Ouh, alors là, annulation de Sébastien Mourgue sur le triple. Et là, vous avez entendu la clameur du public de Saint-Vulbas. Voilà, importante. Annulation qui s'avère être très très importante à cette heure. On va repasser du côté du triple tout à l'heure. On suivra la fin des parties. Il semble que Hugo Bianchi n'ait pas pu prendre l'avantage sur cette boule un peu plus loin. Ici, Hugo, c'est voilà, encouragé par Alex Chirac. Ça n'arrête pas de crier. Ça n'arrête pas de crier, en effet. Elle est bien mieux jouée celle-là, mais je pense pas qu'il est. Loin, hein. Oui, je ne pense pas qu'il ait pris. Et une seule solution pour Alex Chirac, on va tirer au but. Pour tenter d'annuler. À 8-3, je ne vois pas ce qu'il peut espérer de plus. Oui, le temps s'écoule, on peut pas. Oui, on n'a pas d'autre choix. Hein. On n'a pas d'autre choix parce que là, vu le peu de temps qui reste à jouer, on est deux boules contre toi, il tient pas, il n'est pas sûr de reprendre le point de Laurent Béraud, à part tenter l'exploit de rentrer par 2 points. Mais là, une seule solution s'impose, c'est le but. Voilà. Il est touché, superbe, voilà. Voilà, il redonne un peu de baume au cœur aux Croix-Roussiens qui sont un peu éteints sur cette partie traditionnelle où ils ont vu leur avantage à la fin du 3e tour de 6 points fondre comme neige au soleil. Et là, voilà. Et là, on sait à plus de ça que, comme je le disais tout à l'heure, les Villibadois en traditionnel rendent de très très belles cartes sur la saison régulière du top 16. Allez, on retourne sur ce terrain du simple. Il reste moins de 20 minutes en fait à jouer. Ce qui est en effet rien du tout.
Ça laisse quoi? Ça laisse une main, voire deux, si jamais on... Alors en simple ça peut laisser 3 mènes. D'accord. Voilà. Parce que les joueurs jouent plus rapidement. Hein. En double ça va laisser 2 mènes. En double, en triple, ça va laisser 2 mènes. Donc très peu d'occasion de se refaire. Tout à fait. Donc voilà. Donc là pour l'instant, Jérôme Benoît qui s'était vu rejoindre par Xavier Majorel a repris un net avantage. Ouais, il a refait le trou à là. 8-4. Donc Xavier Majorel est encore sur ce point de bonus défensif. En tout état de cause, Xavier Majorel est à la rajoute. Donc il est en train de rajouter des points puisque Jérôme Benoît n'a plus de boule au râtelier, comme vous pouvez le constater. Il a rajouté un point, Xavier Majorel. Il va tenter de rajouter le deuxième pour remonter à 8-6 en tout état de cause. Voilà qui est fait. Donc Xavier Majorel qui vient de recoller. Donc vous voyez, c'est un très très grand compétiteur avec un flegme britannique qu'on lui connaît. Et il lâche rien. Voilà. Flegme britannique. Il a pas d'émotion. J'avais dit lors d'un précédent reportage, ça l'avait fait sourire. Il sourit quand même en dehors. J'ai dit s'il y avait eu une fédération britannique du sport boule, ça aurait été son digne ambassadeur. Ça l'avait fait sourire, il avait bien apprécié. Et on joue loin à nouveau. Oui, tout à fait. Il est obligé de jouer très loin. Il est obligé de jouer à 17 mètres, il est en retard au point, il peut pas se permettre avec un Jérôme Benoît super affûté au tir, il peut pas se permettre de jouer près parce que s'il prend des carreaux allongés, c'est juste... Vous avez vu son attitude là, il n'a pas du tout levé la tête sur le terrain 1 où se dispute un autre double. Au moment où Saint-Vulbas allait tirer, il a baissé la tête, il n'a pas voulu voir. Tout à là, fait, il est concentré à 10 000 %. Il sait que c'est important, notamment parce qu'il peut essayer, pourquoi pas, d'arracher la victoire, mais surtout parce qu'il y a toujours ce point défensif qui, ça, on vous le garantit, ça va être décisif dans les calculs. Complètement clair, complètement. C'est un très grand joueur et surtout un très grand professionnel du sport boule. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est belle celle-là. Elle est à 50 par côté, on est à 17,50 m. Moi je la trouve relativement belle et de prendre 4 fois le point, de reprendre 4 fois le point pour Jérôme Benoît sur cette boule-là, s'il le fait, ça sera vraiment superbement bien joué parce que c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. Il faut qu'il puisse doser déjà doser en force bien sûr, de prendre une trajectoire haute qui va permettre à la boule en perdant de la vitesse de replonger vers le but. Donc il va falloir qu'il joue sur le centre du terrain. Si il va trop vite à jouer vers le but, il va tomber vers la boule de Xavier Majorel et pas prendre le point. La boule à Xavier est très intéressante, contrairement à celle qu'on avait vue précédemment qui était très très loin il y a 4 mènes. Là, celle-là est très très intéressante. Et donc Jérôme Benoît au point, 17,50 m à quelques 20 minutes du terme de cette finale. Et ça crie beaucoup, ça on peut pas en faire abstraction finalement lorsqu'on joue. On sait que Saint-Vulbas est en train de remonter sur ce classement général. Alors expliquez-nous. Voilà, donc il a joué une trajectoire haute vers le but pensant que, elle part en tout état de cause que la boule en perdant de la vitesse retomberait. Et là il l'a malheureusement trop accentué parce qu'il ne peut pas se permettre un seul instant de jouer vers le but. Si sa boule plonge, elle va aller derrière la boule de Xavier et il va la cacher. Donc là le fait est qu'il a joué sa trajectoire il est énervé contre lui-même en tout cas. Oui, forcément, parce que il aurait pu prendre l'option d'aller tirer. Il est à +2, vous voyez. Il est à +2, comme il l'a déjà démontré à plusieurs reprises. Il part au tir sur cette boule. Cette boule, elle peut être tirée ou on peut pointer dessus, vous voyez. Elle n'est pas suffisamment proche, mais pas trop loin non plus. Et on voit Fabien Coire. Alors Fabien Coire qui est... je l'ai suivi en annexe sur une moyenne de tir exceptionnelle. Il a une seule boule manquée au tir jusqu'à présent. Et là, il vient d'annuler pour de rendre l'appareil de Sébastien Moore qu'il avait fait juste avant. Donc un triple exactement comme on l'attend et comme l'ensemble des autres parties de cette finale. Vous voyez, celle-là est bien jouée. Ouais, donc elle est très belle. Voilà. Ouais. Celle-là est bien jouée. Après, pour autant, c'est Xavier qui a l'avantage. Oui, parce qu'il peut supprimer cette... Tout à fait, donc Xavier va tirer, il est en avantage d'une boule, puisque la première boule de Jérôme Benoît est manquée.
C'est fou parce que nous on est sur un terrain où la concentration est au summum et on entend crier de tous les côtés. Vraiment je les salue ces deux concurrents parce que ça doit pas être évident de rester dans son match en se disant oula j'ai une grosse pression, surtout qu'encore une fois il y a ce point défensif qui est en jeu, Tout à fait. qui peut tout changer. Super tiré. Bravo. Super tiré de la part de Xavier, donc qui préserve ce petit avantage. Malgré tout, il est à -2, Xavier. Donc il faut qu'il espère que Jérôme manque une deuxième fois, que lui réussisse pour venir recoller au score, égaliser. Voilà, il a l'avantage, ils sont 2 boules contre 2, il a l'avantage du point à terre. Elle est bien jouée celle-là. Elle est bien jouée, elle est bien dans l'axe de jeu, elle est bien montée. Elle redescend. Elle va finir devant. Ouais. Je l'ai vue à la trajectoire, elle est montée haute, elle est vraiment superbement bien jouée. Voilà, donc Xavier, une nouvelle fois, donc va s'employer à récupérer l'avantage. Regardez, il regarde Cédric sauter l'un, Roche, c'est incroyable. Alors voyez quand on parle de millimètres, on vient de voir tirer Cédric Roche, Ouais. Vous voyez ce qu'il a fait. Alors dans le jargon, ce qu'il vient de faire, il a pris la boule sur la crête et la boule est restée à sa place, ça s'appelle une casquette. C'est sympathique. Voilà, on était sur le biberon, la casquette. Très bien. Prenez des notes, j'aime- Claire, vous êtes... Ah, mais j'aime- Voilà, c'est le jargon, j'aime il faut beaucoup vos maîtriser expressions le imagées. jargon. À biberon, je l'avais. À casquette, je l'avais pas. Voilà, donc juste énervant quoi. Juste énervant, vous touchez la boule et la boule reste à sa place, elle se déplace de quelques centimètres. C'est juste énervant. Ouh là là, Xavier vient de bouger sa boule. Ouais. Xavier vient d'avoir un éclat, mais la Non, boule est ça va. restée, regardez. Alors encore une affaire de millimètres, Ça regardez joue à la rien. boule. Parce qu'on rappelle que si elle franchit cette ligne, elle sort du jeu. Elle sort du jeu, Il l'a bougé, vous voyez que maintenant tout est une affaire de millimètres. C'est assez incroyable, on vient de voir Cédric Roche prendre la boule sur la tête et qu'elle reste à sa place. Et là, Xavier Majorel a eu un éclat sur sa boule et sa boule, vous la voyez, elle est le long de la ligne latérale, elle est restée dans l'air du jeu. Autrement, ça aurait été Jérôme qui reprenait l'avantage. Ouais. Et pendant que vous étiez sur l'attitude de Cédric Roche, moi je regardais Xavier Majorel qui était en train de vraiment faire abstraction encore une fois totalement de ce qui se passe autour. Il avait les yeux rivés sur la partie où il allait lancer sa boule et la tête baissée. C'est honnêtement c'est très impressionnant. Ah oui, tout à fait. Il ne laisse transparaître aucune émotion. Alors, Superbement bien joué. elle est très bien. Voilà. Là donc il y a beaucoup moins de risque d'éclat puisque les boules sont pratiquement sur la même ligne. Voilà donc Xavier Majorel s'offre le gain de cette main s'il réussit à toucher la boule et revenir donc à un point de Jérôme Benoît. Donc vous voyez comme ça peut être super serré. C'est un suspense haletant. Donc on rappelle, on est vraiment dans les dernières minutes maintenant de ces manches de traditionnel. Et Xavier, super, voilà. super Xavier, bravo et un finish donc 7 à 8 face à 8 à 7. ou 7 à 8 puisqu'on parlait de Xavier. oui parce que le principe quand là j'ai aucun parti pris parce que bon c'est tous des personnes que je connais et que j'apprécie, donc j'ai pas de parti pris pour les uns ou les autres, mais en règle générale sur le joueur qui vient de jouer on annonce son score avant. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai dit 7 à 8 parce que j'étais en train de parler de Xavier Majorel, mais en aucun cas je ferai de pronostic parce que ce sont deux joueurs d'un énorme talent. La seule chose que je souhaitais, c'est qu'ils me fassent un petit selfie tous les deux sur le choc des générations. Voilà. Ouais, mais j'espère que vous leur avez envoyé un petit texto pour leur dire. On l'attend, nous, ce selfie. Si vous pouvez nous le faire parvenir à la rédaction. Tout à fait. Après la finale, ça va être difficile d'en approcher l'un ou l'autre parce que l'un va être euphorique, l'autre va être dépité. Mais lors d'une prochaine compétition, on se reverra après que l'un ait savouré et l'autre avalé la pilule, parce que forcément, au bout de ce suspense, il y aura un champion de France 2017. Et oui, parce qu'on vous le rappelle, c'est le championnat de France des clubs que vous avez sous les yeux. On vous rappelle que Lyon ne cesse d'engranger les titres depuis 2006. 2 seulement sont revenus à Saint-Vulbas, dont celui de l'année dernière, ce qui veut dire que Saint-Vulbas est peut-être proche de conserver son
titre. En tout cas, ils sont en retrait. Ils étaient en retrait à l'issue de ce 3e tour, 19-13. Mais là, sur toutes les parties de traditionnel pour le moment, ils sont en tête. Reste à voir ce qui va se passer au niveau des points défensifs. Complètement clair. Et une petite précision, c'est qu'à la fin de la saison régulière, donc avant les demi-finales, les 4 premiers de la saison régulière font les demi-finales. À la fin de la saison régulière, l'Acro-Lyon et Saint-Vulbas étaient égalité parfaite au nombre de points, puisqu'ils avaient gagné et perdu l'un et l'autre chez eux. Et à la suite de ça, il n'y a que le goal average qui a déterminé l'Acro-Lyon comme premier de la saison régulière. Dans un mouchoir de poche. Donc dans un mouchoir de poche, jusqu'au bout, jusqu'au bout de la finale. C'est juste. Elle va pas sortir celle-ci. Non, elle va pas sortir. Elle est un peu forte, mais malgré tout, elle prend le point. Elle prend le point. C'est une reprise. Malheureusement pour lui, Xavier Majorel est passé derrière le but de sa première boule. C'est fort regrettable. Jérôme l'a fait également, mais il a pris le point. On vient de voir sur l'autre double Fabien Amar qui vient de manquer le but. Qui se passe au Donc face à Greg Chira et Bertrand Sauchet de Saint-Vulbas. Numéro 1. Voilà. Alors, je pense que ce but manqué va être fatal aux Croix-Roussiens. C'est repris. C'est repris, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est repris, c'est superbement joué. C'est repris devant, ça oblige Jérôme Benoît. Alors là, comme je le disais, on est sur une affaire de géométrie et de millimètres. Donc il faut que Jérôme Benoît puisse toucher la boule, bien évidemment, pour reprendre l'avantage, mais surtout pas détruire la sienne derrière. Donc voilà, donc il prend son temps, il laisse jouer Nicolas Belfaux qu'on aperçoit sur le triple, donc qui est au point, qui s'exerce au point. Voilà qui est fait, et donc Jérôme va prendre tout son temps pour bien peser. La boule qu'il a attirée. Superbement bien tiré. Il a chassé les 2 boules à Xavier Majorel. C'est tiré superbement droit, c'est vraiment magnifique. Magnifique, il a chassé les 2 boules à Xavier Majorel. Donc pour autant, il reste très très peu de temps. Donc Xavier Majorel est obligé de prendre pour option de reprendre le point, puisque malgré tout, les 2 boules à Xavier Majorel sont restées dans le fond du jeu. Et là, comme vous pouvez le constater, on est 2 boules contre 2. Et si Xavier Majorel d'aventure reprenait le point, il ne faut surtout pas que Jérôme Benoît se trompe et ait un éclat sur la sienne. Donc c'est hyper tendu. C'est hyper tendu. Déjà, la boule à Xavier est bien jouée. Il va lui manquer juste, il va juste lui manquer le nécessaire. Ah, c'était celle-là, Xavier, qu'il fallait pas manquer. C'était celle-là qu'il fallait pas manquer, parce que même en reprenant de l'autre, il se dépêche pour jouer la boule, puisque le temps réglementaire touche à sa fin. Voilà, Xavier qui joue sa dernière, nettement mieux joué. Oui. Voilà, qui va reprendre le point. Alors là, ça reste délicat. Il y a 8-8 par terre de boules pour Jérôme. Donc là, il faut que Jérôme puisse toucher la boule, bien sûr, pour reprendre l'avantage. Mais s'il a l'éclat, il va jouer sa dernière, Jérôme, alors que Xavier Majorel aura 3 points par terre. Donc c'est super délicat. Qu'est-ce que vous feriez à sa place ? Par obligation, j'irai tirer. Parce qu'il y a 8-8 par terre. Ils ne peuvent pas se permettre Saint-Vulbas qui sont malgré tout en retard au point. Il faut qu'ils gagnent leurs épreuves. Donc j'irai tirer. Et là, la surprise, c'est qu'il a manqué la boule. Et il a surtout touché la sienne. Et il laisse 3 points par terre. Il peut être irrité. Et là par contre, fatalité. Jérôme Benoît a une boule capitale entre les mains. Il y a 8-8 par terre. Un point de Xavier Majorel qui est très difficile
à reprendre, déjà d'une part, mais 2 autres boules qui sont dans le jeu. Donc Jérôme Benoît, faut qu'il prenne un risque pour tenter de reprendre le point, mais surtout pas traverser la ligne latérale. Vous avez vu qu'il n'a pas attendu. Hein. Non, il est allé la il a pas chercher, attendu. il y Il allait. n'a pas attendu. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Ouh, c'est Ah, repris et c'est sublime. C'est magnifique. C'est magnifique sur le gong. Ouf. Sur le gong, écoutez, sur le gong. Sur le gong. Ils sont obligés de rejouer. Ils sont obligés de rejouer sur le gong parce que il lui fallut que la boule soit arrêtée. La boule n'était pas encore arrêtée sur le gong. Donc vous avez entendu le gong. Si Jérôme avait pris 1/10 de seconde de plus, la boule aurait été arrêtée. On va le dire, il y a la fin en tout cas du côté du triple parce que là c'est important, on l'avait dit tout à l'heure, il faut continuer à calculer. Victoire de Saint-Vulbas 6-3, on était à 19-13, ce qui veut dire qu'on donne un point défensif à Lyon, on est à 20-16 maintenant, 20 à 16, tout à fait. plus que 4 points d'écart. Et donc on va rejouer en simple. On va rejouer ensemble, par obligation. Et les doubles ne sont toujours pas terminés. Allez, on relance ce but, ça devient vraiment décisif. On parle de money time depuis le début. Eh bien, on est en plein dedans. Rien n'est fait. 20-16. Il reste beaucoup de points à distribuer. Encore 3 épreuves sont encore en train de se dérouler. Avec des scores hyper serrés, Ah oui. je pense qu'au jeu numéro 1, l'échec de Fabien Hamar a dû coûter au Croix-Roussien. Sur le jeu numéro 1, je n'ai pas l'évolution du score, je n'arrive pas à l'apercevoir. C'est un autre double, hein, on le rappelle. L'autre double, tout à fait. L'autre double, je pense que Saint-Vulbas est nettement devant et que les Croix-Roussiens, sur cette dernière mène, ne peuvent jouer que pour essayer d'aller accrocher un bonus défensif. Il semble que les Villibadois soient à +4 ou +5. Donc je pense que le double du jeu numéro 1 est plié en victoire pour Saint-Vulbas. Après on est sur une affaire de bonus défensif. Il ne joue que pour ça. Alors là sur la mène, on prend son temps pour se concentrer parce que finalement il faut juste finir cette mène maintenant Complètement. qu'on l'a relancée. Complètement, la fin du temps réglementaire a été sonnée, on vient de l'entendre sur le gong. Voilà, donc Jérôme Benoît intelligemment a joué sa boule devant le but. Hein. Voilà. Et il va laisser à Xavier Majorel le fait de s'exprimer. Xavier Majorel est obligé d'aller tirer parce qu'il faut qu'il score 2 points. Il sait très bien que s'il va prendre sur le point de Jérôme, Jérôme a juste besoin de faire 2 boules sur 3 au tir pour remporter le gain de l'épreuve. Là, il n'y aura pas, très difficile, il n'y aura pas de bonus défensif, hein, puisqu'on est 9-7 et vu ce que les joueurs nous ont livré comme qualité de jeu, on n'en voit pas un faire un écart de 4 points. Voilà, puisque Xavier lui joue pour tenter de faire des carreaux allongés. Donc en fait de remplacer la boule de Jérôme Benoît et de rester dans le carré de... Ça se joue au millimètre le placement en tout cas, il s'est décalé un tout petit peu sur la Tout à gauche. fait. Non, tenté, il a tiré plein fer. Mais malheureusement sa boule était trop violente. Voilà, donc on est 3 boules contre 3, plus 2 pour Jérôme Benoît dans cette fin de simple. Donc très très tendu. Voilà, donc si Jérôme Benoît revient, là il faudra que Xavier Majorel fasse l'exploit. Non seulement de tirer 3 fois de façon juste, mais surtout de rester dans le jeu. Ouais, elle est très belle celle-là. On entend Saint-Vulbas qui hurle là, ils savent qu'il y a on est au bout de la finale, ils savent que la victoire qui se dessine pour Jérôme Benoît va être capitale pour l'obtention du titre puisque c'est joué sur le double comme je disais au jeu numéro 1, l'Accro ne va chercher qu'à tenter de prendre un bonus défensif. On rappelle que Saint-Vulbas vient de remporter le triple. Tout à fait, Xavier Majorel. Non. C'est touché, mais c'est pas en. C'est touché, mais Xavier, malheureusement pour lui, ne reste pas dans le cadre. Voilà, donc là l'équation est simple. Il faut que Xavier reste 2 fois dans le cadre sur les boules de Jérôme.
Ça s'avère être très. Parce qu'on rappelle qu'il y a toujours un écart de 2 points. Allez, un petit détour vers le double maintenant où Saint-Vulbas mène, mais alors de 1 point aussi. Là, ça reste le double le plus indécis. Le double plus indécis où Saint-Vulbas menait quand même très large. Oui. Et a vu l'Acro-Lyon revenir. En annexe à nos caméras, je suivais l'évolution du jeu numéro 4. J'ai vu que l'équipe de l'Acro-Lyon a scoré 4 points dans une main-main pour les faire recoller. Donc en fait, ils sont revenus d'un coup d'un seul. L'équipe de Saint-Vulbas a pas décidé de protéger en fermant les portes une main où ils n'étaient pas bien engagés, et ils ont réussi à faire 4 points l'Acro-Lyon pour revenir tout de suite. Donc vous voyez, beaucoup d'efforts pendant 1h25, et en l'espace de quelques minutes sur le temps d'une main, et ben, l'Acro-Lyon est revenu 8-7, et bien sûr ça redonne du baume au cœur à l'Acro, puisque ça va être cette partie qui va décider du champion de France. En tout cas, là, elle était magnifique, cette boule d'Hugo Bianchi. Du coup, Sébastien Belay va s'employer. Manqué chez Sébastien Belay. On est 2 boules contre 2. Manqué chez Sébastien Belay. Et là, il faut réfléchir et prendre les bonnes décisions, là. C'est clair. C'est clair. En tout état de cause, Laurent Béraud joue la carte de la prudence. En fait, vous voyez, ils attendent que Xavier Majorel tire, voilà, au simple, pour savoir ce qu'il fait. Il faut qu'il fasse carreau. Il n'a pas fait carreau, il s'est perdu sur l'arrêt. Xavier Majorel perdu. Je ne sais pas pourquoi Jérôme Benoît joue cette dernière, il n'y a aucun intérêt. Juste pour ramener sa boule, peut-être. Voilà, Xavier Majorel ne peut plus rien faire. Je pense qu'il aurait pu serrer la main. Voilà, Jérôme Benoît ramène sa boule. Donc on peut ajouter un 3 points pour Saint-Vulbas. On va attendre quand même. Attendez la fin de ce simple, et après on fait le calcul. Si vous voulez. Ah, super. Il fallait que Sébastien sorte cette boule toute seule sans avoir d'éclat sur les siennes, pour continuer à espérer Allez, la dernière d'être devant. De Jérôme Benoît, pardon. Voilà le simple, Jérôme Benoît, il va ramener sa boule et il va serrer la main gentiment à Xavier Majorel sur le score de 10-7. Donc là, on a aussi finalement un point défensif. Ça nous fait 21. À 19, toujours Lyon qui est en avance, mais vous l'avez vu. Et bien sûr, les doubles, ça se passe différemment. Saint-Vulbas est en tête des deux côtés. Alors sur celui-là, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais sur l'autre, l'écart est plus grand. Voilà, c'est même terminé. Alors est-ce qu'on a le score? Il n'y a pas de bonus défensif, on est 9-3. Voilà, il semblerait que ce soit 9-3. Voilà. Et donc là, on passe dans un autre schéma. On est à 21 à, puisqu'on annonce comme ça, vous l'avez dit, à 22 maintenant. Saint-Vulbas est repassé en tête. Ce double-là va être décisif. Il ne reste que quelques boules à jouer pour sacrer le champion de France, c'est incroyable. J'ai dit va être, mais va être, c'est plus français, vous me direz. Allons-y, mais bon. Alors... La boule de Bianchi est juste courte, elle n'a pas... Alors ça oblige Alex Chira à aller chercher la boule qui est juste derrière celle d'Hugo Bianchi pour continuer à espérer. Ça devient compliqué, Saint-Vulbas qui est en avance pour un petit point. Tout si à fait. Jamais Saint-Vulbas remporte cette partie, eh ben c'est fait. Et voilà. Si jamais Lyon l'emporte, eh ben ça sera fait pour Lyon. Voilà, c'est ça. Voilà, donc il faut que Alex fasse l'exploit, c'est-à-dire aller chercher la boule pour obliger les Villibadois à jouer la dernière. Et c'est manqué chez Alex. C'est manqué chez Alex, Saint-Vulbas champion de France. Saint-Vulbas champion de France, c'est manqué chez Alex. C'est fait, il se serre les mains. Incroyable dénouement alors qu'on a vu l'Acro mener au début du 4e tour 19-13.
Et non, mais même à l'issue du simple, on était encore à 21-19 pour Lyon. Il ne restait que ces 2 doubles à terminer. Eh bien, c'est simple, ça s'est joué sur le traditionnel du côté de Saint-Vulbas. Il est impossible de venir chercher ce club sur cette discipline. Et surtout, Saint-Vulbas conserve son trophée du côté masculin, comme le club l'a conservé du côté féminin. En clair, aujourd'hui, le roi de France, c'est ce club-là. C'est Saint-Vulbas, c'est les Villibadois au bout du bout. Énorme, magnifique, magnifique. Ils ont détrôné l'Acro-Lyon, donc c'est le nouveau club en vogue en élite 1. Bravo à eux l'année dernière. Ils ont confirmé cette année. Superbe. C'est pas facile contre l'Acro-Lyon, qui est quand même le monstre des clubs sportifs en France. Et 25-22, je trouve. Alors l'écart est serré, mais je trouve que ça reflète pas non plus vraiment la bagarre qu'il y a eu, quoi. C'était vraiment très serré jusqu'au bout. Et ce qui est impressionnant, ce qui est assez sympathique aussi à voir, c'est ce mélange entre ces disciplines plus sportives, le progressif, le relais dominé par les Lyonnais, et puis donc ce choix ensuite du côté traditionnel et ces victoires pour Saint-Vulbas. Il y a aussi ce choix, parce que je parlais du côté sportif très important qui s'est déroulé en relais, Jacques. Troisième tour, tout à fait, ce choix tactique, voilà, parce que là on a vu les équipes évoluer et donc on a fait des choix au troisième tour qui se sont avérés être payants pour Saint-Vulbas. En tout cas, on ne regrette pas d'être venu. Entre hier et aujourd'hui, on a vécu des moments magiques. C'est le Sport Bowl qui donne ça. On est sur la chaîne L'équipe, on se régale et on va se régaler bientôt avec le meeting GDP Vendôme. C'est que du bonheur. Et je le confirme, on se régale et regardez aussi ces concurrents qui se régalent. Alors on se serre les mains, là c'est la joie du côté de Saint-Vulbas. On avait vu des larmes du côté de Fontaine. Hier, regardez, voilà, on vient avec les féminines aussi. Fatia du Gianon, club. bien sûr, qui viennent, bien sûr, qui sont félicitées. Qui sont toutes derrière les masculins, forcément. Vous vous rendez compte, on est quand même roi des 2 disciplines dans les 2 catégories. C'est quand même pas rien. On va en profiter parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, il sera difficile d'écouter Xavier Majorel. Eh bien non, il est là, il va répondre malgré la déception. La classe, le professionnalisme jusqu'au boutiste de Xavier. Très clairement, la rencontre on la perd dans le dernier tour puisqu'on n'arrive pas à arracher la moindre épreuve dans ce tour de traditionnel. On était bien parti, on avait réussi à faire la différence dans les courses, on en gagnait en 3 sur 4. Bien négocié le deuxième tour aussi, en partageant les points. Donc on arrivait au tour de traditionnel avec 6 points d'avance, ce qui veut dire qu'une victoire et un bonus suffisaient. Et on n'a pas été capable de le faire, donc c'est une grande désillusion, c'est clair. Est-ce que tu penses que Saint-Vulbas a eu l'avantage de jouer chez lui et c'est ce qui a fait qu'ils ont gagné ce match sur ce dernier tour de traditionnel ? C'est toujours un avantage de jouer à domicile, c'est clair. Mais je pense que notre niveau de jeu n'a pas été assez élevé. On a déjà joué plusieurs fois ici, les jeux on commence à les connaître un petit peu aussi, mais je pense que notre niveau de jeu n'a pas été suffisant. Analyse lucidité du côté de Xavier Majorel, merveilleusement bien parce que Laurent Béraud. On savait qu'on allait partir derrière parce qu'il courait beaucoup plus vite que nous. On s'est accroché et puis voilà, on a fait un 4e tour extraordinaire et puis on a gagné. Voilà, c'est magique. T'as eu peur à un moment donné dans la doublette là sur la fin ? Un petit peu, parce qu'on a l'impression de ne pas rater beaucoup de boules et puis ils ont la possibilité de nous gagner. Donc voilà, stressant, mais c'est plus marrant pour le public. Et un petit final comme ça, c'est bien, on la savoure encore mieux que ça. Alors on est super heureux. On est super heureux, il courait plus vite que nous, il fallait maîtriser la traditionnelle, voilà, ça s'est fait. Merci beaucoup Jacques Sibilia d'avoir été avec moi, ce fut vraiment de très jolies finales. Mais Claire, c'était un plaisir, merci, on a vécu des moments extraordinaires, ce que nous procure le Sport Bowl, c'est juste énorme, voilà. Vive ces championnats de France et vive le Sport Bowl, merci à tous. Et on vous rappelle donc Saint-Vulbas, double champion de France chez les hommes et chez les femmes des clubs, merci à vous.